Bon après-midi à tous. Toutes nos excuses pour le léger retard accordé ce matin. Et bienvenue à votre émission Tous Azimuts. Ce samedi encore, on va passer en revue l'actualité qui aura meublé les tabloïds tout au long de cette semaine. On parlera une fois de plus de la crise anglophone qui ouvre de nouveaux horizons pour des solutions. Une crise qui n'a que trop duré. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient donc de séjourner dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun pour recueillir les propositions pour une sortie des crises. Une situation qui se passe alors qu'on annonce l'arrivée au Cameroun des casques bleus. On en parlera dans cette édition de Tous Azimuts. Également dans la revue Actu ce jour, on s'intéresse à l'actualité économique du Cameroun. Le chef de l'État qui ouvre donc le volet emprunt pour tout le gouvernement. 700 milliards de nos francs CFA, c'est la somme qu'il faut au Cameroun pour achever ces projets infrastructurels entamés. Est-ce la bonne solution? On essaiera d'apporter des éléments de réponse dans cette émission Tous Azimuts. Cela sélecte cet après-midi la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, est bien installée. Elle vient de mettre sur pied un système de paiement des frais de scolarité et d'examen, formule électronique. Une situation qui remet à l'ordre du jour la question du service chargé du regroupement financier. On parle là des intendants dans le système scolaire camerounais. Et puis, en zapping pour ce jour, on jette un clin d'œil vers le DGSN. Mbagangele qui a donc décidé d'inscrire à l'ordre du jour la surveillance de tous les véhicules en circulation au Cameroun sans distinction aucune. Mesdames, Messieurs, cette émission se voulant interactive, vous avez un code d'accès pour nous rejoindre et participer au débat. Le 6 99 13 50 75, c'est le lien qui nous liera tout au long de ce programme. Vous et nous, bienvenue. Et pour échanger ce samedi, un panel toujours bien présent, choisi sur le volet en fonction des thématiques. Alors, je vais commencer par ma gauche. J'ai toujours bonheur à le recevoir sur ce plateau. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître Julius Achoutabe est à notre compagnie ce jour. Bienvenue, maître. Merci beaucoup, madame. Et bonsoir aux panélistes. À ma droite, lui, il multiplie les casquettes, systémicien, homme politique, militant invétéré du RDPC, mais également juriste. Je vous propose d'accueillir chez vous le docteur Bernard Bouguem. Bienvenue, docteur. Merci de m'avoir invité. Je salue mes copanélistes et vos innombrables téléspectateurs. À mon extrême gauche, j'aime souvent à dire des genoux aux longues dents. Ils sont un trio que j'aime recevoir sur ce plateau avec des grandes idées pour l'avenir du Cameroun, mais également une posture qui est la leur. Je vous propose d'accueillir le juriste Théophile Iom sur ce plateau. Bienvenue, Théophile. Merci à vous. Bonsoir aux panélistes et bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Le dernier invité qui est annoncé dans les couloirs de LTM Télévision n'est autre que René Ngaliemo. Il est fiscaliste. Il nous rejoindra au cours de cette émission. Mais pour l'instant, place aux échanges. Je le disais à l'entame de cette émission, la nouvelle est tombée, bonne pour certains, mauvaise pour d'autres. Le délégué général à la Sûreté nationale qui a donc décidé que sur l'étendue du territoire national, désormais, tous les véhicules doivent être contrôlés sans distinction. Il n'est plus question de véhicules militaires et autres diplomatiques puisque, d'après le délégué général à la Sûreté nationale, les terroristes et autres infiltrations peuvent venir de n'importe où. Théophile, désormais, il n'est plus question de ma voiture, je suis grand, on ne peut plus la contrôler. Pour moi, c'est une mesure qui est tout à fait normale. C'est-à-dire que tant que vous êtes propriétaire d'un véhicule, que ce soit un véhicule administratif et militaire, d'ailleurs, dans notre société, on constate qu'il y a des passe-droits, que des gens peuvent être dans leur véhicule. Dès qu'il s'agit d'un véhicule qui a une plaque militaire ou une plaque administrative, ils sont exempts de contrôle, ils sont exempts de péage, ils sont exempts de contrôle de vitesse, ils sont exempts de tout. Et ils font ce qu'ils veulent.
Je voudrais quand même apporter la précision par rapport à ces véhicules-là, que je ne suis pas sûr d'avoir lu que les véhicules diplomatiques sont inclus, parce que vous savez que en ce qui concerne les diplomates, l'incidence diplomatique. Voilà, les diplomates ont une certaine immunité qui fait que, enfin certains diplomates, pas tous, qui fait que à la fois leur véhicule, leur bagage et tout ce qu'ils ont ne peut pas être fouillé. Donc je trouve que cette mesure est normale et salutaire, aussi et surtout que l'actualité récente nous rappelle qu'il y a une personne aujourd'hui qui séjourne derrière les barreaux, qui a essayé de s'échapper du territoire à bord d'un véhicule militaire. Donc, vous parlez de l'ancien ministre de l'eau. Donc pour moi, c'est une mesure salutaire que de vérifier et de s'assurer que ceux qui conduisent les véhicules militaires et administratifs le font conformément à leur mission et à la loi. Docteur Bouguem, vous avez accueilli également cette annonce comme tous les Camerounais qui pour la plupart étaient ravis enfants de plus avoir des passe-droits. Oui, effectivement, il faudrait signaler tout simplement que nous sommes dans un pays où il y a couramment ce qu'on appelle usurpation de fonctions et de titres. Nous savons qu'il y a de brigands de grands chemins qui, de temps à autre, peuvent se retrouver dans un véhicule immatriculé CA ou avec le vert ou jaune de l'armée, les couleurs de l'armée, ou qui peuvent même porter des tenues de militaires, de policiers, etc. et qui en profitent pour commettre d'énormes forfaits. Donc il faudrait d'ores et déjà, ce genre de contrôle d'ores et déjà permettre de démasquer ce genre d'individus. Mais deuxièmement, il ne faudrait pas perdre de vue que lorsqu'on est dans un cadre d'insécurité aussi aigu, on ne sait jamais. Quelqu'un qui est normalement un fonctionnaire, qui a de hautes fonctions, qui a des responsabilités, peut passer de l'autre côté et en profiter pour trafiquer des armes ou essayer de dissimuler un certain nombre d'individus ou alors d'explosifs. Donc c'est tout à fait logique. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que c'est pour des besoins de sécurité. Il n'est pas question d'humilier quiconque, il n'est pas besoin de remettre en cause l'autorité de l'État, mais pour des raisons de sécurité, il faut que tout le monde passe à la trappe et qu'on puisse trier le bon grain du mauvais grain. Ouais, surtout qu'on a pu le constater quand même au Cameroun comme partout ailleurs. Lorsqu'il y a ce type de mouvement, c'est souvent des personnes d'autorité qui servent de laisser passer à ce type de personnes. Mais est-ce que ça va être facile, Maître Achou, de pouvoir contrôler certaines administratives? Parce que c'est pas évident déjà de contrôler ses supérieurs, à plus forte raison lorsque quelqu'un traîne une casquette assez élevée. Ça va être facile de pouvoir appliquer cette loi? Oui, ça pouvait être facile, n'est-ce pas, si le délégué avait complété, n'est-ce pas, ses instructions. Et on ne peut pas contrôler les voitures au Cameroun sans avoir, n'est-ce pas, un contrôle de façon, un contrôle informatique. Sans avoir, n'est-ce pas, des données informatiques des véhicules qui se trouvent au Cameroun. Il devait d'abord commencer pour recentrer tous les voitures qui se trouvent au Cameroun. Et à ce titre, parce que comme à l'extérieur, ça se voit à l'extérieur de tous. Il suffit, pour lui d'arrêter une voiture, vous donnez votre nom, on tape sur une petite machine, on voit votre nom, on voit tout à ce qui concerne même votre voiture. On tape le numéro, on voit tout. Mais ce n'est pas possible de faire toujours des choses de façon manuelle. Donc ils ont un tout petit peu mis la charrue avant le bœuf. Effectivement, parce que c'est une bonne idée, n'est-ce pas, de contrôler la voiture, mais il faut qu'il y aille jusqu'au bout de sa logique. Faire d'abord informatiser le système. Ce serait plus facile pour nous tous. Et il faut imaginer qu'il faut regarder dans la rue. Si un colonel, n'est-ce pas, qui passe avec sa voiture, est-ce qu'un petit gérant peut le contrôler? Ce n'est pas possible. Dans tous les cas, s'il était en infraction, il allait seulement signaler sur le plan informatique et ça serait rectifié ou vérifié ailleurs. Mais normalement, il faut d'abord, à mon avis, informatiser le système pour savoir le nombre de voitures qui circulent dans le pays avant de faire le contrôle. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon co-panéliste lorsqu'on dit qu'il ne faut pas contrôler les voitures des diplomates. Il faut le faire pour leur propre sécurité. Parce que la voiture est une voiture volée. Qui peut savoir si on ne vérifie pas? La voiture peut être, n'est-ce pas, là, ça va changer les plaques.
On a eu des cas de figure où des procès obligent à ce qu'on contrôle. Voilà, qui passent comme ça, sans contrôle. On sait bien, c'est toujours bien de contrôler tout le monde. Mais avant de le faire, il faut d'abord informatiser le système. Savoir il faut avoir à une qui base on de a données, affaire. oui. Voir les données de tous les véhicules dans un pays et toute personne, n'est-ce pas, qui habite dans ce territoire dit Cameroun. On doit savoir. Mais c'est que par l'informatique que ça peut se faire. Donc si on vous écoute, Maître Achou, hein, on va dire que c'est un projet qui est un tout petit peu voué à l'échec, Théophile. S'il faudrait se limiter à cela, sans savoir à qui on a affaire, avec la crainte, comme Maître Achou le soulève, de certains éléments des forces de défense qui auront peur de contrôler leurs supérieurs hiérarchiques, de peur d'être frappés sur les doigts, on risque quand même de partir vers une course droite au mur. De prime abord, je préfère voir le maçon au pied du mur, c'est-à-dire que je voudrais voir ce que la mesure va apporter. De toutes les façons, comme je dis souvent, moi je suis pour l'application de la justice. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes soient traités comme ils devraient être traités. Donc, si pour des mesures de sécurité, tout le monde doit être contrôlé, je ne vois pas pourquoi un colonel ne devrait pas être contrôlé, même s'il est contrôlé par un sergent. Vous savez très bien que chez nous, il suffit que quelqu'un... Vous n'avez pas besoin d'être colonel, c'est-à-dire que si vous trouvez le képi de, je ne sais pas moi quoi, quel gendarme là en route, vous le mettez devant votre véhicule. Sur votre et on ne vous regarde plus. On ne vous contrôle même plus, hein, même quand vous êtes dans un véhicule civil, un véhicule qui n'est pas militaire. Donc, j'estime que c'est une bonne mesure, d'abord pour remettre les choses à plat et pour que chacun puisse se comporter conformément aux règles de la République. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes colonel que vous ne pouvez pas être contrôlé. J'ai juste émis une réserve pour certains diplomates parce que les lois, les conventions internationales interdisent que certains diplomates, je dis bien certains, pas tous, soient soumis à des mesures de contrôle, à la fois pour leur bagage et pour leur maison, en tout cas tout ce qui les concerne. Immunité diplomatique. Voilà, mais j'estime que c'est une mesure salutaire. Effectivement, comme le dit Maître Achou, on se heurte à une absence de fichiers, une absence de méthode, parce qu'effectivement, il est plus facile pour un contrôleur d'envoyer directement des informations dans un serveur ou alors dans un service qui recueille toutes ces informations-là. Mais de prime abord, j'estime que c'est une bonne mesure et que tout le monde doit être contrôlé. S'il fallait apporter une suggestion pour améliorer encore, parce qu'on est déjà tous d'accord, la mesure, elle est bien accueillie par les populations qui se sentent un peu plus rassurées. Mais est-ce que, comme Maître Achou a pu relever quelques défaillances dans le projet, vous également, vous pouvez apporter des éléments d'aide pour améliorer un tout petit peu ce projet? Déjà, il faudrait signaler que pour savoir si un véhicule est conduit par un diplomate, encore faut-il l'identifier, être sûr qu'il s'agit d'un diplomate. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a écrit CD sur le véhicule que vous êtes convaincu que ce n'est pas une voiture volée, ce n'est pas une voiture trafiquée, il faut l'identifier déjà. Et parlant de, pour améliorer le système, comme vous êtes en train de dire, et pour que tout le monde se soumette à ce contrôle, il faudrait que l'information soit suffisamment partagée et que tous les ministres, par exemple, en fassent une large diffusion, une large explication dans leur ministère, c'est-à-dire les supérieurs hiérarchiques. Vous ne pensez pas que si le ministre délégué en charge des forces armées, ou alors... Délégué à la présidence, chargé de la gendarmerie, et maintenant le ministre de la Défense, le chef d'état-major, que si ils font descendre l'information en disant s'il vous plaît, on a des problèmes de sécurité, laissez-vous contrôler, et que tout le monde en fait autant, ils vont respecter, ils vont pas respecter cet ordre par rapport aux gendarmes qui contrôlent, mais par rapport à la haute hiérarchie. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des gendarmes qui ont déjà eu à appréhender des faux colonels. C'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé le galon de colonel, il a contrôlé, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un brigand. On l'a menotté et il a été traduit. C'est très récurrent ces derniers temps. On a encore eu un cas récemment du côté de Konsamba. Lorsque le délégué prend seul ce type d'initiative, il fallait que la décision vienne, je crois, d'un peu plus haut pour que tout le monde... Parce que vous savez, il y a des gens qui vont dire « Ah,
c'est le délégué à la sécurité nationale. Sauf que c'est sa mission. Ce sont des civils, nous ne sommes pas contrôlés par des civils. Vous connaissez le langage qu'il y a sur la route. Il y en a qu'on appelle des civils, même s'ils sont... Les policiers. Voilà, ça dépend. Donc, il faut, si effectivement notre sécurité est menacée, parce qu'il s'agit de contrôles mixtes. S'ils sont dans des contrôles mixtes, il faut également que celui des forces armées puisse instruire à ce sujet. Et croyez-moi, cela signifie qu'on est déjà passé à un autre cap. Un dernier mot, maître? Oui, c'est malgré le fait que je pense que le délégué fait un bon travail, mais parce qu'on voit maintenant les policiers, les gros vents ont disparu, on voit les policiers bien habillés, ils sont bien propres, ils sont près de la population, nous avons accès à ces policiers et autres. Et je vais toujours insister que si on doit prendre des mesures, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Tant qu'on n'informatise pas le système, regarde, il y a cela, je crois, l'année dernière, on avait interdit les contrôles, n'est-ce pas, de la police dans la rue. Mais 2 ou 3 semaines après, ils sont revenus. Personne n'a rien dit. Donc, quand on fait des choses comme ça, on installe de l'impunité. Et lorsque l'impunité est installée, c'est difficile, n'est-ce pas, de changer. Il faut qu'on essaie d'informatiser le système. S'il veut, normalement, il doit collaborer avec le ministère des Transports pour savoir le nombre de voitures. Parce que tout passe par le port. C'est facile de contrôler le nombre de voitures qui entrent par le niveau de châssis. Et à ce moment, lorsque le banc de données, n'est-ce pas, se trouve quelque part, c'est facile à vérifier telle ou telle voiture appartient à qui ou à qui, ainsi de suite. Mais quand on ne le fait pas, même si on fait des contrôles, c'est de façon manuelle. Le policier parle de document, il regarde très souvent, il n'est même pas formé pour savoir quel document est bon, quel document est mauvais. Ouais. Donc, il utilise son intuition personnelle. Or, c'est pas sérieux. Quand on veut faire de bonnes mesures, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, je pense que le délégué général à la Sûreté nationale est sur cette lancée-là pour un retour à la paix sur l'ensemble du territoire national. On espère que tout se passera bien. On poursuit ce programme sur la sellette Nalova Lionga cet après-midi. Serait-elle donc dans l'illégalité? La ministre des Enseignements secondaires vient de signer des mémorandats d'entente avec les opérateurs économiques pour l'opérationnalisation du nouveau mode de paiement qui se veut électronique des frais de scolarité et des examens. Pauline Ekbe Nalova Lionga qui a donc signé et paraphrasé ces documents à Yaoundé avec les sociétés de téléphonie mobile du Cameroun, mais également la Poste qui devront donc ouvrir pour la rentrée prochaine des guichets de paiement, Maître Achou, pour tous les établissements scolaires. Comment comprendre cette disposition? Oui, moi je pense que ça c'est une modernisation du système éducatif au Cameroun. Il faut qu'on suive, n'est-ce pas, la logique des choses. Madame Nalova a fait ça à l'université de Boya et ça a marché. C'est-à-dire on paye les frais, n'est-ce pas, des étudiants par même son coup de téléphone, vous pouvez transférer de l'argent à l'université. Elle a même réussi à faire ouvrir même les petits guichets de banque à l'université de Boya, que c'était facile même de faire des transactions financières. Vous savez, lorsqu'on prend ce genre de mesures, elle n'oblige personne à le faire. Mais c'est la facilité qui vous oblige de le faire, de suivre cette logique. Pourquoi tout le temps vous devez quitter le chez vous pour aller chez un intendant pour payer en espèces, prendre un reçu, avant d'aller justifier que vous avez payé les frais scolaires de votre enfant? C'est douloureux. Il faut que le Cameroun soit modernisé. Lorsque je vois quelqu'un qui veut moderniser le système, moi je suis d'accord avec la personne. Parce que c'est plus facile de payer, n'est-ce pas, de façon électronique, n'est-ce pas, tous ces frais-là. Ça va passer par les intendants, n'est-ce pas, qui vont détourner de l'argent. Et après, ça nous crée des problèmes. Et c'est facile maintenant sur le plan de comptabilité, n'est-ce pas, de vérifier qui a payé et qui n'a pas payé. Or, alors qu'on peut venir voir l'intendant, comme d'habitude au Cameroun, on lui donne l'argent par derrière, il dit, mets le nom de mon enfant en attendant. Les choses comme ça vont s'arrêter. L'intendant peut, n'est-ce pas, on peut former l'intendant pour contrôler de façon électronique, de façon informatique, n'est-ce pas, les entrées et les sorties de l'argent. Moi, je félicite Madame Nalova pour ce qu'elle a fait. C'est bon. C'est la modernisation, nous sommes en train d'aller de l'avant, pas d'arrière.
Mais est-ce que ça ne crée pas également un problème, docteur Bouguem, puisque on est obligé de référer à une sorte de violation de certaines dispositions du décret du 19 février 2001 portant organisation des établissements scolaires publics au Cameroun, notamment les fonctions administratives de tous les responsables qui remet à l'intendant la lourde responsabilité de gérer le côté financier dans les établissements scolaires publics. Oui, je pense que cette mesure retire à l'intendant ses fonctions. Quand l'intendant encaisse de l'argent, il est censé aller déposer ça dans un compte. Donc, si on demande que l'argent atterrisse directement dans ce compte-là, il n'y a pas de problème. Bon, je pense que lorsque les frais sont payés via Mobile Money ou alors Orange Money, je pense que c'est payé. Ou par la poste également. Par la poste, etc. Ouais. Je pense que c'est pour que cet argent soit transféré dans un compte, dans le compte de cette institution. Et le compte est géré par l'intendant et puis le chef d'établissement. Il ne touche pas les liquidités, mais il peut, à partir du relevé bancaire, se rendre compte qu'il y a tel montant que telle ou telle autre personne a payé. Bon, maintenant, moi je pense que c'est très bien cette mesure parce que il y a, comme Maître l'a si bien dit, il y a une forme de modernisation, il y a également une certaine célérité, il y a une certaine facilitation dans le mode de paiement. Ce que je voudrais relever, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un marché qui est peut-être le fruit d'un ensemble de pressions. Parce que je voudrais faire remarquer qu'il ne s'agit pas de sa décision personnelle. À cette cérémonie, il y avait beaucoup d'autres membres du gouvernement. Donc ça veut dire que c'est le gouvernement dans son entièreté qui a eu à parrainer une telle mesure. Il s'agit pas, je ne pense pas qu'il s'agit d'une décision isolée. Et ce que je ne voudrais pas, il ne faudrait pas qu'il s'agisse d'une certaine forme de pression de ces multinationales parce qu'ils ont voulu que l'argent passe par leurs mains, qu'ils se fassent un peu plus d'argent et qu'en réalité, ils continuent à faire du lobbying qui nous pose problème dans ce pays. C'est la seule chose, le seul bémol qu'il faut, la seule réserve qu'il faut émettre en se disant que nous n'avons plus besoin de pression sur nos gouvernants. Nous voulons que nos gouvernants prennent des décisions en toute liberté de conscience, sans aucune pression. Mais Théophile, la fonction aujourd'hui, vous savez, les intendances, ça signifie argent. On n'est pas très habitué, et même pour les parents qui partaient demander des moratoires dans les établissements scolaires parce qu'incapables de payer, comment gérer ce type de situation quand ça doit arriver? S'il faut partir tous verser de l'argent directement à la banque, ça veut dire qu'à l'instant où tu n'as pas versé le quota qu'il faut, on ne peut pas t'accepter dans l'établissement scolaire parce que c'est pas payé. Est-ce qu'en retour, ça ne va pas soulever quand même un autre type de problème dans la gestion de certains établissements scolaires? Parce qu'on le sait quand même au Cameroun, les 3/4 des parents, dans l'impossibilité de payer entièrement les frais de scolarité, font parfois appel à la bonne charité du responsable de l'école et de l'intendant justement pour payer par tranche particulière avec un moratoire. Comment gérer désormais ce type de problème si tout doit être déversé dans un compte bancaire qui signale seulement? Alors, je pense que là, on est juste en face d'une modification de la méthode de paiement. Ouais. Je ne pense pas qu'on soit dans une modification du fonctionnement d'un établissement. C'est-à-dire que si vous avez besoin de demander un moratoire, rien ne vous empêche de demander un moratoire, puisque de toutes les façons, vous alliez payer en cash ce que vous allez payer par Orange Money. Donc, à mon sens, il n'y a pas de grosse différence. Bon, j'attends de voir si sera mis à la disposition du public les références techniques de ce mémorandum-là. Bon, parce que, évidemment, ça semble faciliter la tâche à beaucoup de personnes, à beaucoup de personnes, aux parents et peut-être à l'établissement.
Mais moi, je me pose quand même des questions sur la preuve du paiement, un certain nombre de choses. Parce que à qui est-ce que vous payez quand vous transférez de l'argent en réalité? Vous envoyez de l'argent à une société qui est supposée la reverser, en principe, dans le compte de l'établissement. Donc, mais comment est-ce qu'il reverse? Il reverse directement en envoyant d'autres références à l'établissement. Il y a aussi, à mon sens, une sorte de collecte de données des parents et des enfants qui, à mon sens, peut poser problème. Parce que lorsque vous commencez à payer les frais de scolarité de votre enfant à travers votre téléphone, vous envoyez des données à une entreprise privée qui aura la quasi-totalité du fichier scolaire de tout le Cameroun, parce qu'il me semble que ce n'est pas une obligation, parce que des parents peuvent encore se rendre chez l'intendant payer, je crois. Je n'ai pas encore vu le memorandum, mais je pense que ce n'est pas... Pour l'instant, on s'achemine dès la rentrée scolaire. À une obligation totale. Un paiement électronique. Je veux dire... Elle a signé des mémorandums à Yaoundé avec les sociétés dont je parlais. On va dire les conventions. C'est comme ça qu'ils ont appelé tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Yes. Memorandum of Understanding. Donc, je ne sais pas si ces conventions rendent obligatoire pour tout le monde le paiement par ces méthodes-là. Il me semble que ça ouvre la perspective de payer par ces méthodes-là, mais que vous pouvez encore aller payer à l'établissement. Mais je dis encore qu'il peut y avoir quelques soucis quand même techniques. Et je réitère que il faut voir ce que deviennent les données qui sont transférées à ces personnes, à ces multinationales, lorsqu'on demande aux parents de fonctionner avec elles de cette façon. Dans une autre occasion de contrôler encore plus en profondeur les populations camerounaises. Avant de poursuivre, on va donner la parole à notre quatrième invité qui a quand même fini par arriver. Monsieur René Ngalioumo, je le disais tantôt, il est fiscaliste. Bienvenue, Monsieur Ngalioumo. Merci, madame. Je salue tous vos auditeurs, téléspectateurs. Je m'excuse du retard dû à des embouteillages dans la ville de Douala. Je suis honoré par votre invitation et je crois parler de ce problème de paiement par... Bien sûr, avec la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, qui a mis sur pied, elle a signé des documents avec toutes les structures de téléphonie mobile et la poste au Cameroun pour pouvoir ouvrir des guichets, parce que ce sont des guichets, il faut apporter la précision, qui seront disponibles dès la rentrée de septembre à venir pour pouvoir accueillir les parents qui viendront payer les frais de scolarité pour leurs enfants. Je crois qu'il faut se mettre à l'heure du temps. Nous évoluons aujourd'hui vers un monde électronique où tout se gère de manière électronique. C'est très bien ce que Mme Nalonga a pu signer comme convention avec ses opérateurs économiques, parce que ça va donner de la transparence dans les différents versements. Vous saviez par le passé, il y en a qui payaient directement aux mains des économes des universités. Et vous savez toujours l'itinéraire que cet argent prenait. Beaucoup sont en prison aujourd'hui avec le TCS. Avec paiement par voie électronique, pour moi, c'est la même chose que paiement à travers les banques. Ça s'est passé par le passé. Et ça a permis que surtout les frais d'examen. Tous les frais de l'université qui se payaient déjà à travers les différentes banques. Ce n'est qu'une autre voie qui s'ajoute, la voie électronique. Et pour moi, ça va donner la transparence totale, parce qu'on pourra avoir de la traçabilité entre les différents versements et les encaissements à l'université. Aujourd'hui, à travers l'informatique, on peut très facilement retracer tous les paiements à l'instant près, avec toutes les précisions possibles. Moi, je crois qu'il faut saluer ce genre de mesures et les encourager d'ailleurs, parce que ça permettra qu'on sache en temps réel qu'est-ce qu'on a dans les caisses de l'université, et ça permettra aussi de manière à pouvoir contrôler la gestion, qui est des outils fiables de contrôle de gestion. D'accord.
Plus de gestion financière opaque au Cameroun dans les enseignements secondaires. On espère en arriver à cela. On va donc encourager la ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, à l'unanimité. C'est ce que je constate sur ce plateau. Une mesure accueillie positivement par le panel. On l'espère également par vous à la maison qui prendrez l'habitude de vous habituer à ce système, même s'il faut relever tout ce qu'a dit Théophile Yoma sur les petits blocages qui pourraient advenir des identités des personnes, bien entendu, qui devront se plier à cet exercice-là dès la rentrée prochaine. Vous voulez avoir une dernière réaction? Lever un peu les craintes de notre ami Théophile pour dire qu'il y a des dispositions qui seront prises pour qu'il y ait la preuve matérielle. Que celui qui verse son argent ait une preuve matérielle. Vous ne pensez pas que... Apparemment, vous êtes très infiltré, puisque on n'a pas encore rendu public. Je dis que dans tous les cas, vous n'allez pas envoyer votre argent tout simplement comme ça, et puis vous ne réussissez pas à produire une preuve. Nous pensons que ce sont des hauts techniciens, que ce sont des spécialistes, et qu'ils ont déjà pensé la chose, qu'ils vont mettre en route. On va souhaiter que ce soit cela. On peut pas, on peut pas affirmer, puisque jusqu'à présent, en attendant d'être certifié, d'avoir tous les détails du processus, comment il va se dérouler, on va rester comme les parents qui sont à la maison, à l'écoute des stratégies mises sur pied par la ministre pour qu'on puisse désormais s'arrimer dès septembre prochain. Sinon, on est d'accord avec Théophile que tout le monde aura peur d'aller verser un argent sans véritablement maîtriser le parcours que cet argent aura par la suite. Sans difficulté. Quand vous payez par voie électronique à Eneo, vous pouvez avoir le reçu. C'est peut-être pourquoi on a autant de coupures d'électricité également au Cameroun. On va prendre une transition et on va passer à la revue Actu. 700 milliards de francs CFA, c'est ce que le chef de l'État recherche pour achever des projets infrastructurels mis sur pied pour le développement du Cameroun. Son Excellence Paul Biya qui vient donc d'inviter tout le gouvernement à signer des contrats et des accords un peu partout dans le monde, de trouver des partenaires pour pouvoir entrer en possession de ces 700 milliards de francs CFA pour achever les infrastructurels mis sur pied au Cameroun. Je suis obligé de commencer par vous, Monsieur René Ngaliemo. Vous avez l'impression que le procédé, il est normal, il est bon pour le développement du Cameroun, ouvrir autant les possibilités à tous les ministères? Bien, vous savez, le développement d'un pays se fait déjà d'abord par ses ressources propres. Ça, c'est l'idéal. Mais quand vous ne pouvez pas avoir vos propres ressources, vous êtes obligé de faire appel à des emprunts. Et le système camerounais prévoit qu'à travers la loi de finances, on donne des possibilités au chef de l'État de négocier pour le bien du Cameroun des emprunts concessionnels ou non concessionnels. Donc c'est dans cette ligne que aujourd'hui nous voyons que l'État est obligé, en vue des obligations auxquelles il doit faire face, qu'on soit obligé aujourd'hui de faire appel à des emprunts. Je crois que c'est tout à fait normal dans la gestion d'un pays. Mais maître, on n'a pas déjà trop d'emprunts comme ça dans notre gibecière au Cameroun? Emprunt après le FMI qui nous colle aux trousses de l'autre côté. Et là, c'est une ouverture totale. On a besoin de 700 milliards. Est-ce que ça n'a pas été calculé avant d'engager ces projets aussi? Non, moi je pense que 700 milliards pour un pays comme le Cameroun est même petit. Parce que nous avons assez de garanties, n'est-ce pas, pour avoir ce genre de déblocage. Nous sommes un pays riche, nous avons tout. Et il faut noter qu'on ne peut pas emprunter l'argent à un pays, n'est-ce pas, qui n'est pas crédible. Le Cameroun est crédible. On peut le faire. Et il faut remarquer très bien, en principe, sous contrôle de M. le fiscaliste, les emprunts dans un pays doivent être à peu près dans les 30% PIB. De PIB. Bon, je pense que nous n'avons pas encore atteint les 30%. Et c'est pour ça que nous pouvons également le faire sans problème. Et je pense que c'est une mesure sanitaire. Parce que maintenant, ça va compter le gouvernement, n'est-ce pas, de gérer, n'est-ce pas, nos ressources comme ça va se développer sur le plan international. J'ai vu, n'est-ce pas, les nouveaux statuts de la CRPS. Je pense que c'est une bonne mesure. Il faut que la CRPS arrive, n'est-ce pas,
au niveau international. Dans ce cas, lorsqu'on part dans le marché pour jeter l'argent, il y a des conditions qu'on doit remplir. Parce que la personne qui vous donne l'argent doit tout faire pour avoir assez de garanties de remboursement. C'est ça qu'on cherche dans le marché. Bon, si on peut transformer n'est-ce pas, le système camerounais à un système qui est arrivé, n'est-ce pas, au système international, surtout en matière financière, ce serait une bonne chose pour le pays. Parce que, j'ai toujours dit, le pays ne marche pas parce qu'on a les fonctionnaires qui ont été placés dans les endroits qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, il se permet de prendre n'importe quel genre de décision qui affecte le pays. Donc, maintenant là, si la CNPS veut chercher l'argent ailleurs, il doit chercher des spécialistes pour négocier. Ce serait plus comme avant. Que le directeur peut s'asseoir comme ça un jour, n'est-ce pas, signer, comme on a dit, comme on accusait le DG, qui signait les bons, n'est-ce pas, de sortir. Ce n'est plus comme ça. Les choses vont changer. Les choses vont changer, peut-être une ouverture au monde à travers des emprunts. Est-ce que ça ne va pas nous mettre également dans la situation de remboursement comme on a l'habituel qui nous amène à attacher la ceinture au Cameroun? Peut-être bientôt on va se couper à force d'attacher aussi les ceintures, Dr Bouquet. Oui, le problème n'est pas tant l'emprunt, mais c'est l'utilisation. Où vont ces fonds? Parce que voyez-vous, si on emprunte et qu'il y a une bonne gestion, qu'il n'y a pas de détournement, que l'argent est affecté à bon escient, que l'argent est affecté dans des projets rentables qui créent de la richesse, il n'y a pas de problème. C'est un mode normal de fonctionnement d'un État. La seule chose à craindre dans notre pays, c'est que dans la plupart des cas, lorsqu'une somme est affectée dans un service, nous nous retrouvons face à des détournements ou à de la mauvaise gestion. Bon, maintenant, et c'est là où se pose le problème, parce que si nous avions résolu ce problème de malgouvernance financière dans notre pays, peut-être qu'on ne serait même pas allé jusqu'à cet emprunt. Et puis, j'ai cru lire, et j'ai lu qu'il y a une partie de cet argent qui sera affectée au Conseil constitutionnel, une autre partie au ministère chargé de la décentralisation. Je me pose la question, avant la décentralisation était inclue dans le budget du ministère de l'AT. Pourquoi ne pas tout simplement affecter la part qui était consacrée à la décentralisation à l'AT dans ce ministère? Peut-être il faudrait recadrer votre propos. Là, vous êtes en train, je voudrais recadrer votre propos. Vous êtes en train de parler de l'ajustement du budget que le chef de l'État vient de réaliser, qui n'a rien à voir avec les 700 milliards qu'on essaie d'emprunter. Il y a une partie. Permettez que je complète l'information. C'est bon pour ceux qui sont en train de nous regarder. Le chef de l'État a réajusté le budget du Cameroun pour cette année, qui était déjà arrêté, et il a réajusté. Dans le montant qui réajuste au-dessus, il y a une partie attribuée. Là, je suis d'accord, c'est pourquoi je complète l'information à la décentralisation. Et pour vous, l'AT, on a diminué le montant qui lui était accordé, qu'on a reversé également au ministère de la décentralisation. Donc, tous ces ajustements ont été effectués. On a diminué le budget de l'autre partie qui reste pour envoyer de l'autre côté. Tout ça a été fait pour réajuster le budget 2018 du Cameroun. Rien à voir avec l'emprunt qui est effectué et qui est destiné plutôt au développement des projets infrastructurels au Cameroun, d'après la sortie du chef de l'État. Maintenant, vous pouvez achever votre... Ce que j'ai cru lire, peut-être que je n'ai pas la bonne information, mais ce que j'ai cru lire, c'est que dans les 700, peut-être que je me trompe. Vous vous trompez sur ce coup. Bon, peut-être alors. Si je me trompe, ça va. D'accord, c'était juste pour bien scinder. Hein. On doit parler justement de ce réajustement du budget de l'État. C'est prévu également. Donc, on entrait avec cet emprunt, le Cameroun, qui a envie d'achever les projets qui ont été lancés. On le sait, au Cameroun, on a plusieurs projets qui sont en cours entre comment on appelle le port, le projet, le barrage de Mevele et autres Lompangar. On en est là aujourd'hui, et pour pouvoir achever tous ces projets, le Cameroun a besoin encore d'emprunter. Ce qui peut-être attire un peu l'attention cette fois, c'est que le chef de l'État donne un quitus
à tout le gouvernement pour se lancer à la recherche. C'est-à-dire, le système est un peu différent de l'emprunt obligataire, comme on a pris l'habitude d'avoir au Cameroun. Je crois qu'il faut... J'arrive à vous pour réajuster tout cela, monsieur Ngalemo, je le sais. Oui, une des choses qui marche mal au Cameroun, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes en tout. Hein. Donc, quel que soit le sujet, ils se lèvent et estiment qu'ils doivent quand même dire quelque chose d'autorité sur ce qui est dit. Donc, je préfère dire que les aspects économiques et financiers ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. Tout le monde, bien sûr. Et donc, moi qui parle, je ne suis pas un spécialiste des finances ou de l'économie. Toujours est-il vous vous informez. Voilà. Toujours est-il que je lis un ou deux documents. Et bon, les projets sont en cours, il faut bien les terminer. Puisque sinon, on aura au moins des éléphants blancs, ou bien, enfin, si se termine, ou bien des chantiers non achevés. Et ce ne sera pas bon pour nous, on va dire, gaspiller de l'argent. Donc, il faut bien trouver de l'argent. Et comme le fiscaliste l'a dit, si on n'a pas de ressources propres, on emprunte. Et la méthode d'emprunt, effectivement, peut différer. C'est-à-dire que le président donne la possibilité aux membres du gouvernement de signer des partenariats, même avec le secteur privé, pour avoir des fonds et pour terminer les projets. Cependant, en regardant notre fonctionnement et les différents projets qui sont mis en place en même temps, on se demande quand même si le planning est bien fait. Parce que vous avez 2 barrages d'eau électrique ou 3 qui sont en train d'être construits. Vous avez une autoroute dont on vous dit qu'elle est faite à 20%. On en est déjà à 40. À 40% depuis 3 ou 4 ans. Il y a la canne qui arrive, il faut le savoir. Donc, il y a le pont en eau profonde. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place en même temps, qui sont au départ budgétisées, et on est en train de rallonger les dates butoirs. On rallonge les dates butoirs et on emprunte de l'argent. Avec en plus, comme le disait Dr Bougam tout à l'heure, le problème de la traçabilité dans l'utilisation des emprunts. Ça fait qu'on va se retrouver en train de vivre exactement le même scénario, même après avoir emprunté. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent, on emprunte de l'argent au secteur privé ou au bailleur de fonds, supposément pour utiliser cet argent dans la construction de ces infrastructures-là, et on se retrouve des années plus tard avec les mêmes infrastructures qui ont absorbé de l'argent, mais qui ne renvoient pas aux populations ce qu'elles sont supposées leur envoyer. Monsieur Ngalemo, vous essayez d'expliquer quelque chose tout à l'heure. Vous êtes un tout petit peu notre expert sur ce plateau, sur ces questions de finances au Cameroun. Oui, madame, j'étais en train de dire tantôt que depuis la fin de la mission du FMI au Cameroun, c'était du 24 avril au 14 mai 2018, le Cameroun n'a plus les mains libres pour pouvoir emprunter comme il se doit. On peut comprendre le système. Donc nous sommes maintenant surveillés par le FMI. Nous ne pouvons plus emprunter à tous azimuts, comme j'entends dire ici, qu'on a dit à tout le monde d'emprunter autant qu'on peut parce qu'on veut 700 milliards. En réalité, le gouvernement ne peut excéder 500 milliards d'emprunts non consolidés, d'après les conditionnalités signées avec le FMI depuis le mois de juin, depuis le mois de mai 2018. Donc, devant ces obligations, devant cette exigence du FMI, la loi de finances prévoyait déjà pour les prêts non concessionnels une possibilité de 436 milliards. Ouais. On ne pouvait plus de ce fait prendre à travers les prêts non concessionnels les 95 milliards dont on avait besoin pour ajuster le budget. Ouais. D'où les experts du ministère des Finances qui se sont obligés donc de contourner cette mesure du FMI pour chercher plutôt les 95 milliards à travers les fonds, les emprunts concessionnels. C'est pour ça donc qu'on pourra lancer des emprunts obligataires qui sont plus adaptés à notre système économique. Nous n'avons pas de moyens pour rembourser, qui ont des taux d'intérêt qui se chiffrent de 1 à 2%. Ça dit qu'on un peu comme des actionnaires. Voilà. Donc, on privilégie cette voie. C'est ce qui explique la décision du chef de l'État d'accepter, de demander par ordonnance donc on puisse engager
des prêts constitutionnels à hauteur de 95 milliards dans l'ordonnance qui venait d'être signée. Et ainsi, on pourra finir... On pourra donc engager, terminer certains projets structurants, comme la CAN. Et il y a des autres obligations, telles que je vois la structuration de l'ordonnance que le chef d'État vient de signer. On a privilégié les subventions du prix du carburant à hauteur de 77 milliards, la subvention de l'électricité à hauteur de 20 milliards, et les prestations, le paiement des prestataires, des PME, les dettes de l'État à hauteur de 43 milliards. Et de ce côté-là, c'est une nécessité? C'est des nécessités. Vous savez que la dette envers les prestataires de l'État se chiffre à presque 750 milliards. C'est vrai que 43 milliards, c'est déjà un début de solution, mais c'est encore très faible. Vous savez que beaucoup de PME aujourd'hui sont en difficulté. On fait banqueroute du fait du faute de paiement. Bon, je m'attendrais à ce qu'on mette plus d'accent à ce qu'on paye ces PME pour pouvoir relancer l'économie. Parce que déjà, vous savez, les PME camerounaises ont effectué des prestations avec l'État et ne sont pas payées. Aujourd'hui, on engage des gros projets qui vont demander encore des charges financières énormes. Malheureusement, les PME qui se sont déjà, pour la plupart, asphyxiés par des endettements auprès des banques pour réaliser des projets de l'État, ne sont toujours pas payés. On aurait cru que l'État, le chef de l'État, s'il voulait relancer véritablement l'économie par les Camerounais, de privilégier d'abord le paiement de cette dette intérieure en travers les petites et moyennes entreprises. Malheureusement, mais ils ont avancé un certain montant dernièrement. Pour le moment, on a payé une trentaine de milliards. Aujourd'hui, dans cet ajustement, on pense ajuster encore à 43 milliards. Mais de 31 milliards, 43 milliards, ça n'atteint pas du tout. C'est presque 10% du volume de la dette intérieure envers les prestataires de l'État. Je crois qu'on gagnerait plus à avoir notre indépendance en finançant les PME camerounaises. C'est une voie de sortie de ce problème d'emprunt. Mais pour l'instant, aujourd'hui, si on vous écoute très bien, ces ministères-là pourront faire des accords quand même avec d'autres. Par exemple, le projet de Memvele, si c'est dans le secteur du ministre, on va prendre un mot comme ça, des transports ou bien le MINDU, il peut à son niveau signer des partenariats pour achever le projet qui est en cours dans son département ministériel pour permettre de sortir de ce gouffre dans lequel on a englué avec le contrôle du FMI. Mais est-ce que ce sera une solution viable à long terme? Vous savez que la situation de la dette est encadrée. Aujourd'hui, l'État ne peut plus se permettre de s'endetter n'importe comment. Parce que nous ne sommes plus indépendants financièrement. Nous sommes tenus de nous ajuster aux conditionnalités que nous avons signées avec le FMI. Donc nous ne pouvons pas déborder. Nous avons pris des accords pour avoir des financements du FMI à travers des différents projets dont vous parlez, de ne pas dépasser une certaine limite dans notre degré d'endettement. Et les endettements ne se font pas autrement. Il faut que ce soit validé par l'Assemblée générale. Vous savez, en mois de décembre, il y a une session de l'Assemblée qui est chargée uniquement sur l'adoption de la loi de finances. Après cette session, le chef de l'État a le pouvoir de modifier ce que les députés ont adopté, s'il y a une nécessité. Comme c'est le cas en ce moment avec le réajustement. Parce qu'on trouvait la nécessité d'avoir des emprunts supplémentaires par rapport à ce que les députés avaient prévu. Ça suppose quoi? Ça suppose que le budget avait été mal préparé. Parce que si les experts du ministère des Finances avaient correctement fait leur travail, il y a des ratios prudentiels qu'on devrait adopter de manière à faire des projections pour qu'on ne se retrouve pas 6 mois après avoir adopté le budget à faire des ordonnances sur ordonnances. Vous savez qu'en moins de 2 mois, une première ordonnance, 2 mois, 1 mois après, 2 mois après, on fait une autre ordonnance. Je ne sais pas si d'ici la fin d'année, peut-être on aura une autre. Ça veut dire que le budget était mal préparé, tout simplement. Maître, moi je suis, quand j'écoute toutes ces explications, j'ai un tout petit peu peur. On n'est plus financièrement indépendant, on est sous perfusion quand même sur le point de vue économique. Vous pensez qu'on peut s'en sortir? Analyse, quand on voit des choses, nous sommes en train de s'enfoncer, n'est-ce pas, dans le trou.
Moi, j'ai toujours dit que c'est impossible de gérer un pays seulement pendant une période d'1 an. On fait un budget pour gérer un pays seulement pour 1 an. Ce n'est pas possible. À l'époque, quand j'étais encore plus jeune, à l'époque, dans le premier gouvernement d'Aïdjo, le plan était pour chaque 5 ans. À ce moment, les gens peuvent s'asseoir pour préparer un budget pour 5 ans et gérer l'espace sans problème. Mais pour 1 an, c'est impossible. Donc, il faut imaginer qu'on commence à discuter. C'est à partir du mois de juin, juillet que le budget commence à être exécuté au Cameroun. Ce n'est pas possible dans ces 6 mois de terminer. C'est pour ça que si on ne change pas ce système-là, parce que compte tenu du volume des affaires que l'État est en train, n'est-ce pas, de s'immiscer, on ne peut pas s'en sortir si on ne change pas ce plan de chaque année pour le plan de 5 ans. Il faut qu'on commence par là. Le plan quinquennal. Et en plus, il est déjà temps, n'est-ce pas, que lorsqu'on veut parler des problèmes de finances, l'État doit à tout prix immixer le secteur privé. Les spécialistes qui sont dans le secteur privé pour préparer un certain nombre de choses. Parce que si on laisse entre mains seulement de ces fonctionnaires véreux, ils vont nous seulement enfoncer dans le trou. Alors, moi je dis que ça ne marche pas parce que on nomme les gens qui ne sont pas spécialisés et ils prennent des projets, n'est-ce pas, d'une envergure énorme et extraordinaire qui n'arrivent pas à le faire. Comment on peut accepter de faire même veler, mais autres, n'est-ce pas, sans avoir la possibilité de chercher l'argent pour le faire? Et ce subitement, on laisse le chef de l'État de faire une extension du budget pour chercher l'argent. C'est pas juste, c'est pas bien. C'est-à-dire que ça ne va pas. Le système à l'heure actuelle a un problème au niveau des finances. Il faut ça corriger. Je constate que le ministre a train de faire son mieux, mais il n'est pas député, il n'est pas chef de l'État. Mais il est temps qu'on commence à penser comment faire, n'est-ce pas, le budget de ces pays. 1 an pour moi est très insuffisant. Budget par année insuffisant. Docteur Bouguem, vous également vous penchez pour un plan quinquennal? Mais je crois qu'on a toujours des plans. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de principes de gestion budgétaire. Je parle sous le contrôle de mon ami Ngalemont. Il y a par exemple le principe de l'annualité qui voudrait qu'après chaque 1 an, qu'il y ait un contrôle. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des projets à long terme qu'on va pouvoir financer. Sinon, comment on ferait de tous nos projets, même et autres? Ça s'étale déjà sur un certain nombre d'années. Mais simplement qu'au bout d'1 an, il faudrait contrôler, il faudrait réajuster. Même chaque mois. Il faudrait réautoriser. Mais mon problème, je voudrais parler un peu comme un profane. Mon problème, c'est que nous avons l'impression que le FMI dont nous parlons est un instrument de domination aux mains des grandes puissances. C'est-à-dire que ce que le FMI nous donne de la main droite, le FMI récupère de la main gauche. Et les choses sont organisées telles que le FMI va toujours, enfin, ces grandes puissances qui contrôlent le FMI vont toujours récupérer ce qu'ils nous donnent. Vous allez sur le marché, vous voyez que nos matières premières sont bradées. C'est le fait de ces grandes puissances. Vous vous rendez compte qu'il y a ce qu'on appelle détérioration des termes de l'échange. Et puis, de toutes les façons, vous vous rendez compte qu'on ne nous fait aucun cadeau au niveau du marché international. On ne nous donne pas la possibilité de nous auto-financer. On ne nous donne pas la possibilité de nous financer par nos recettes propres. Dites-vous bien que certains pays, pour avoir tenté de ne pas brader certaines de leurs ressources, ont été carrément détruits. Nous connaissons ces pays-là qui disent que non, nous n'allons pas brader. Et écoutez, nous sommes très riches, c'est vrai. Les produits de nos sous-sols devraient pouvoir financer nos budgets, mais on nous impose, je pourrais même dire de force, manu militari, un certain nombre de marchés. On nous impose certains prix et nous n'avons pas les moyens de notre indépendance parce que nous n'avons pas l'arme nucléaire, nous n'avons pas, nous ne sommes pas une puissance moyenne, nous ne sommes rien sur le plan militaire et ça nous tombe sur la tête de cette façon-là. On va dire que nous n'arrivons pas à nous financer, mais c'est quelque chose, c'est un complot. C'est un complot pour que nous soyons toujours là où nous sommes. Mais Théophile, si c'est un complot, non, l'indépendance, ça s'acquiert, ça s'arrache, on ne te donne pas.
Quelqu'un qui a la main mise sur toi et qui s'enrichit sur ton dos, il va passer les 20 matins, il te dit, Théophile Huom, je suis fatigué de te sucer, je te libère, vas-y mon fils. Il faut bien qu'un matin tu te révoltes et que tu décides de prendre des dispositions pour pouvoir acquérir ton indépendance. C'est peut-être ce que le Cameroun doit à un moment donné faire. Prendre son indépendance financière, économique. Parce que nous sommes indépendants, il ne faudrait pas... Bon, entre guillemets. Bon, ça reste à voir. Hein. C'est des questions hautement compliquées. Prendre son indépendance économique, ça ne se fait pas d'un revers de la main ou du jour au lendemain. Voilà, donc on ne se lève pas un jour et puis on dit aujourd'hui on est économiquement indépendant et puis non, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Et puis j'écoutais attentivement le docteur lorsqu'il disait que c'est un complot et j'avais envie de sourire un peu parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, en tout cas pas tout, mais la plupart des choses que nous vivons aujourd'hui sont le fruit des accords qui sont signés par nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ceux qui nous dirigent, en tout cas ceux que nous avons mandatés, parce qu'il faut bien qu'on se le dise, il n'y a personne qui nous dirige aussi, il n'y a personne qui nous dirige maintenant que nous n'avons pas choisi, en tout cas. Donc, ceux que nous avons mandatés pour nous diriger ont signé des accords qui font qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de respecter les accords que nous avons nous-mêmes signés. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, s'il y a un complot, oui, peut-être, certainement, des gens qui n'ont pas pour première ambition votre bien, parce qu'ils recherchent d'abord leur intérêt, appliquent des mesures qui vont dans le sens de leurs intérêts. C'est tout. Voilà. Et donc, nous sommes obligés de subir les conséquences de leur politique. Maintenant, si vous me demandez si on doit rechercher des mesures pour être de plus en plus indépendant économiquement, je pense que c'est possible et que ça commence par un changement de mentalité politique. Parce que pour parler d'économie mondiale, il faut une certaine vision politique qui fait que ceux qui dirigent, en fonction de la vision qu'ils ont, mettent en place un certain nombre de mesures pour sortir le pays de l'endroit où il se trouve. Et cela passe par le renouvellement de la caste politique, par de nouvelles personnes qui ont la possibilité et la capacité de faire changer les choses. La possibilité... Je voulais lui demander si c'est à quoi servent les armes. Vous savez à quoi servent les armes? Quand on fabrique les armes là, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour vous obliger à signer des contrats. Vous croyez que vous savez pourquoi la Libye a été détruite, l'Irak? Vous avez une idée? C'est parce qu'ils ont refusé justement, ils ont refusé de signer certains contrats ou de maintenir certains contrats. Je ne sais on pas, va vous arroser. Je ne sais pas si vous voulez dire que... Je crois que, nonobstant tout ce que nous disons ici, il ne faut pas se leurrer. Entre les États, il n'y a que les intérêts. C'est clair. Ça, c'est clair. Ceux qui signent des accords avec nous ne peuvent pas signer des accords pour perdre. Ceux qui disent haut et fort qu'ils financent nos économies ne sont pas des philanthropes. S'ils placent leur argent, c'est parce qu'ils veulent avoir le retour sur investissement. Donc, on ne saura parler d'indépendance économique sans parler de la volonté même de développement, sans parler de la volonté d'indépendance économique. Est-ce que les Camerounais, à l'heure actuelle, sont dans leur mental prêts à vouloir sortir de leur situation de pauvreté ambiante? Le développement se passe d'abord dans la tête. Donnez tous les milliards que vous voulez à un gouvernement comme celui que nous avons aujourd'hui, ça va prendre la même direction, parce que les gens ne sont pas déjà prêts mentalement à vouloir changer l'économie. Donc je crois qu'on doit déjà commencer par une révolution individuelle. Ça doit partir depuis l'école maternelle, commencer déjà à enseigner à l'enfant ce que c'est que le développement, ce que c'est que l'indépendance, pour qu'on puisse aboutir aujourd'hui à avoir une révolution qui permette au Cameroun de se libérer. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il vaut mieux rester sous le joug des oppresseurs économiques. C'est trop facile quand on dit qu'on vous a donné 600 milliards, 700 milliards, 800 milliards. Ceux-là vous donnent de l'argent qu'ils ont travaillé.
Donc vous n'allez pas croire que vous allez croiser les bras, attendre qu'on vienne vous donner de l'argent pour financer votre économie. Des pays se sont soulevés, se sont libérés en Afrique. Je peux parler seulement du cas d'Afrique. Donc tout part, comme disait tout à l'heure notre ami, de la vision politique des gouvernants. S'ils sont prêts vraiment au développement. Nous avons vu des projets, des structures privées qui veulent investir au Cameroun, qui viennent passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, n'ont pas l'occasion de se faire recevoir par nos ministres en charge de leur projet. Ils se découragent et ils repartent. Ou quand ils ont la chance d'être reçus, on leur pose des conditions telles que je trouve que c'est pas la peine, il faut mieux rentrer avec leur investissement. Donc je crois qu'on doit d'abord commencer par changer notre propre mentalité si nous voulons nous développer. Donc l'indépendance économique du Cameroun dépendra des Camerounais. Les gouvernants des Camerounais dépendent des Camerounais. Chaque peuple a les gouvernants qu'il mérite. Si aujourd'hui nous voulons que les gens que nous disons qu'ils dirigent mal, qu'ils se déplacent, nous allons les mettre hors d'état de nous gouverner. Mais si nous ne faisons rien, ils vont continuer toujours à s'imposer et à maintenir leur position. Donc je crois que les Camerounais dans leur ensemble doivent s'organiser, s'ils veulent un changement, aller vers les élections et à voter massivement le changement. Moi, je crois que c'est tout c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons vu un pays comme le Rwanda qui, en très peu de temps, est passé de la situation plus misérable que la nôtre, puis ils étaient en guerre. Aujourd'hui, ils sont cités parmi les pays développés qui sont en voie de développement. Non, qui sont même déjà très avancés dans le développement. Donc, il faut donc comprendre que si nous voulons nous développer, il faut d'abord que nous ayons cette volonté de développement. Volonté de développement, Maître Achou, pour pouvoir avoir un Cameroun qui n'est plus mal dans son économie? Je pense que c'est d'abord un problème africain. Parce que si vous remarquez dans le monde économique, les autres continents ils ont des blocs économiques. Comme le G7 qui siège en ce moment du côté du Canada. J'ai suivi le président Kagame l'autre jour en France. Il a demandé, n'est-ce pas, il a demandé aux Européens, au lieu de venir nous emprunter l'argent, aide-nous à créer d'autres marchés pour notre matière première. Moi, je pense que si on peut commencer par... Parce que le Cameroun produit beaucoup de choses, pas mal de choses qui s'en vont à l'export. Il suffit seulement d'organiser ces marchés. N'est-ce pas, de telle sorte que c'est très bien organisé, de telle sorte que le Cameroun bénéficie, c'est-à-dire on a le bénéfice maximum de nos exportations. C'est-à-dire beaucoup de choses vont changer. Vous savez, l'autre jour, le délégué du gouvernement a créé une société dénommée Société métropolitaine d'investissement de Douala, Smith. Il a fait appel à l'épargne par le public. Et il y a eu une réaction spontanée des gens qui sont intéressés. Parce que on a remarqué que dans les pays développés, si tu vois les sociétés comme les rails, ça appartient à certaines familles. Ouais. Tu vois les aéroports, donc les grandes infrastructures dans ces pays-là ont été faits par cette genre d'appel. Et lorsqu'on a construit ces grandes infrastructures, ça génère des bénéfices. Et c'est ces grandes familles en Europe et partout là, on dit que ce sont des juifs, qui gagnent. Parce qu'ils avaient épargné, et ça a été bien marché, ils ont conduit la gestion. Ça a fait 200 ans, ça ne fait que gérer les bénéfices. Et ces familles, tu les vois, comme la famille royale d'Angleterre, ils n'ont pas besoin de travailler. Parce qu'à l'époque, ils ont mis beaucoup d'argent dans ce genre de structures qui génèrent les bénéfices et ils sont là en train de prendre seulement les gains. C'est dans ces poussages, on doit se lancer dans ce genre de pensée si on doit en sortir. Mais à partir du moment où nous pensons que c'est le FMI et autres, on doit seulement chercher l'argent à l'extérieur, ça ne va pas marcher. Parce que l'argent qui vient de l'extérieur, n'est-ce pas, vient avec des contraintes. Et ça, on va nous compter chaque fois, n'est-ce pas, toujours emprunter jusqu'à nos grands-enfants, petits-enfants qui vont payer ça. C'est pas normal. Il y a l'argent dans ces pays. Il suffit seulement que, comme nous tous, nous savons que la fonction publique ne marche pas. Parce que, moi, personnellement, j'ai eu des investisseurs qui sont venus ici au Cameroun. Ils sont rentrés avec leur argent. Parce qu'il n'y avait pas d'ouverture. Il n'y a pas de possibilité de voir même les responsables. Et quand vous le voyez, on vous demande, n'est-ce pas, de donner l'argent d'abord par derrière, avant de donner l'argent pour le pays. Ça ne peut pas marcher comme ça. Or, si un Camerounais met son argent dans une structure, et un de ces messieurs-là ose faire de n'importe quoi là,
on va aller le chercher chez lui. C'est ça qui doit entrer dans nos mentalités. Parce que je peux mettre mes petites ressources, n'est-ce pas, pour investir dans une structure, et on prend un monsieur qui se chute là-dessus, il mène une grande vie avec sa famille, et on le garde. Alors que mon argent est là, non, il ne faut pas le laisser. Mais si on prend l'argent FMI, on détourne, on va dire, ah, c'est l'affaire de l'État. Nous tous, on s'en fout. On ne va même pas venir contrôler. Il est temps, comme je vous ai dit, la fonction publique seule, dans ce pays, ne peut pas marcher. Il faut qu'il s'y mixe avec le secteur privé pour sortir de bons projets bien élaborés, bien étudiés pour que ça marche. Parce que je ne suis pas content qu'on me dit qu'il n'y a pas l'argent pour conduire mes vélos, pour conduire mes Kim, Ndashiga et autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Pas... Donc on a d'abord pensé à faire ce genre de projet. Comment? Il y a une disposition qui existe, mais qui malheureusement n'est pas très appliquée. Le partenariat public-privé existe. Vous avez tenté? Il faudrait seulement encourager. Vous avez tenté de faire ça? C'est très compliqué. Je dis qu'il vaut mieux seulement accélérer ce processus de partenariat public-privé qui a fait ses preuves. Docteur, j'ai essayé. C'est très compliqué. Je peux placer un mot. Pour faire ces partenariats, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Les fonctionnaires vous tournent. Après, les investisseurs s'en vont. Et au finish, c'est le pays qui ne tire pas son épingle du jeu de cette situation. Peut-être également une suggestion de sortie de cette situation. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes... votre expression, c'était que nous sommes... Il y a un complot contre nous. Oui, permettez-moi. Je voudrais reconnaître, et nous le reconnaissons tous, on l'a décrié pendant longtemps, parlant de malgouvernance. Nous perdons beaucoup d'argent à travers la corruption, la malgouvernance. C'est de ça que tout le monde parle. C'est-à-dire que nous avons une part d'argent qui nous revient et que nous gérons mal. C'est cette part d'argent qui revient au Rwanda et qui est bien gérée. C'est une masse d'argent importante. Mais quand nous gérons mal, ça ressort du pays. Parce que là où, quand les gens détournent, s'ils construisaient même, s'ils investissaient même dans le pays, l'argent resterait encore dans le pays. Mais la plupart du temps, ils enrichissent encore l'extérieur. Ce que j'ai envie de dire, si vous connaissez par quel processus la majorité de nos dirigeants accèdent à des postes de responsabilité, que ce soit les ministres, les directeurs généraux, etc. Vous allez comprendre que beaucoup sont dans des liens avec l'extérieur. Beaucoup sont imposés par des multinationales pour servir les intérêts. Et sachez que même la plupart des présidents africains, si vous ne le savez pas, ils sont en poste, ils sont là où ils sont, parce qu'ils ont été... ils ont reçu, j'ai failli utiliser un mauvais mot, parce que quelque part, ils ont reçu un coup de pouce de quelque part. Bon, mais sachez que l'économie mondiale est telle que, est construite telle que, et vous avez eu l'occasion de le dire, est construite telle que les grandes puissances ne permettent pas aux petites puissances de s'enrichir. Parce qu'ils sont riches que du fait que les autres sont pauvres. Ils essayent de maintenir cette situation par tous les moyens. Ne pensez pas que le Rwanda, vous pensez que Kagame est arrivé où il est, comment? Vous ne connaissez pas l'histoire? Tout simplement, il gère bien ce qui lui revient, très bien. Et puis, il en est où il est. Mais il y a une fuite de richesse de son pays, du sous-sol, comme partout ailleurs. Déjà, bon, on va nous dire qu'on vous impose tout cela parce que vous ne pouvez pas transformer, vous ne pouvez pas faire ceci, vous n'avez pas la technologie, vous n'avez pas l'expertise, vous n'avez pas les machines, les appareils. C'est vrai, mais je persiste à dire que si ce complot cesse, mais si vous essayez de vous couper des relations avec ces gens, ils viendront vous bombarder. Ils vont trouver les alibis pour venir vous bombarder. Mais si vous pouvez, parce que ce que vous avez reçu, vous gérez bien, vous en sortez. Tous les pays faibles qui gèrent bien. Parce que sachez, vous savez, je voudrais dire, vous savez pourquoi les gens luttent pour avoir l'arme nucléaire? C'est pour économiquement ne pas être dépendant.
c'est parce que c'est avec ça, c'est avec les armes, c'est avec la frayeur, le terrorisme, excusez le terme, c'est avec ça qu'on fait peur aux États et on amène les États. Même la plupart du temps, si vous ne le savez pas, même les présidents en Occident sont placés au pouvoir par des groupes politico-militaro-financiers et sectaires qui les positionnent là, qui financent, qui montent les médias. Vous ne pouvez pas devenir président si vous n'asseyez pas avec ces groupes pour leur dire qu'est-ce que vous allez faire pour eux. Sauf que là-bas, il y a des garde-fous et ils sont dans leur pays. Ils ne prennent pas l'argent de leur pays pour aller ailleurs. Mais c'est même qui positionnent les présidents partout dans le monde. Ils font rentrer l'argent chez eux. Et nous, peut-être chez nous, on ne fait pas pareil. Il faut déjà bien gérer ce que nous avons. Comme vous dites, peut-être une dernière réaction, Théophile. Oui, il y a des pays qui n'ont pas l'arme nucléaire qui sont développés. Hein. Bien sûr. Donc, ce n'est pas le standard ou bien l'arme ultime pour se développer. Évidemment, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a décrié. Le fait qu'on n'ait pas les mains libres est une mauvaise chose. Il n'y a aucun pays qui vient en autarcie. C'est-à-dire que le fait de dire qu'on devient indépendant économiquement ne signifie pas qu'on se coupe du monde. Cela signifie que l'on prend des mesures pour que notre travail puisse nous rapporter quelque chose à nous. Et pas que notre travail puisse enrichir d'autres personnes à notre détriment. C'est tout. C'est-à-dire que l'on puisse trouver les moyens de se développer à partir de ce que nous faisons. Cela passe souvent par des contrats ou des conventions entre pays de la même, on va dire, envergure économique et parfois de la même région. Notre problème, un de notre problèmes en Afrique, justement, c'est cette absence de coopération entre les pays qui ont à peu près les mêmes problèmes. Parce que, évidemment, le Cameroun seul, par exemple, ne fera pas le poids face à l'Union européenne ou bien simplement même Par la contre, France. toute la zone CEMAC peut se liguer et faire face... Si nous faisons, si nous décidons de nous entendre sur un certain nombre de paramètres, par exemple, si nous décidons qu'une matière première que nous produisons en majorité, ou alors dont nous sommes les producteurs mondiaux phares, nous prenons un certain nombre de décisions sur un certain nombre de choses en groupe, il y a de fortes chances que même si nous n'appliquons pas directement ces mesures, au moins que l'on appelle à la table de négociation ceux qui sont supposés consommer ce que nous produisons. Voilà, c'est de ce genre de choses dont nous parlons. Et nous ne disons pas que nous sortons du FMI, nous sortons de la Banque mondiale. Ce n'est pas de ce genre de choses dont nous parlons. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Bouguem, pour traverser et passer au grand format du débat. On va prendre quand même quelques réactions, ce que je n'ai pas fait depuis le début de ce programme, donc vous comprendrez que ça va concerner tout ce qui a été dit jusqu'ici. Bonsoir, il n'y a pas lieu de se réjouir par rapport à l'instruction du DGSN qui veut que tous les véhicules soient contrôlés. En fait, il n'y a aucune instruction antérieure qui demandait de ne pas contrôler certains. Par contre, en matière de sécurité, ce qui se passe avec les compagnies de téléphonie mobile est ahurissant et dangereux pour la sécurité. Quand la CNI arrive à expiration, le numéro de téléphone de son titulaire est suspendu. Il lui est interdit de s'identifier avec le récépissé de la CNI. Désormais, donc, on recourt à la CNI d'un tiers et même au CNI ramassé pour faire bloquer la puce. Junior Donkemche à Bertois qui nous écrit et il rajoute: si je me fais identifier dans une téléphonie mobile avec ma CNI valide, cette identification devient-elle caduque quand cette CNI arrive à expiration? Il pose la question puisqu'il a constaté que c'est ce qui se passe sur le terrain. Le Cameroun est bizarre. Comment engager 1000 travaux pour ne rien achever? Le mieux serait d'engager un travail et de finir complètement pour qu'il soit enfin serviable. Que le gouvernement camerounais copie le modèle chinois. Révolution économique, culturelle, politique
politique, contrôle de la Banque centrale. Nous devons nous fermer sur soi, dénoncer les APE et ensuite on s'ouvre au monde. Monsieur Fopa depuis Douala qui écrit. J'ai réalisé, bonsoir madame et félicitations pour tout ce que vous faites. S'il vous plaît, insistez sur le cas des PME, j'en fais partie. J'ai réalisé des travaux routiers depuis l'année dernière, mais le fonds routier ne m'a toujours pas payé. Et on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui ont été asphyxiées et qui aujourd'hui ne pouvant plus exercer, c'est encore des Camerounais au chômage et ce sont des possibilités de recrutement, on va dire quoi, d'emploi des Camerounais qui sont mis à la dérive. Et là, je suis d'accord avec vous, monsieur Ngaliemo, il faut à tout prix payer d'abord la totalité du montant de la dette antérieure. Bonjour aux panélistes, les gouvernants financent leurs affaires et non la construction nationale. C'est toujours les Occidentaux. Regardons-nous dans les miroirs, très chers amis. Malgouvernance, gabégie, pillage des ressources nationales et budgétaires à l'Occident, la faute, ayons pitié des générations futures. Assainissons et réformons notre gouvernance maintenant. C'est Jacques Maboula Mboya, c'est le maire de Yabassi. C'est un plaisir, monsieur Maboula, de vous lire ce matin. Bonsoir. Au sujet de la sécurité, ce qui se passe avec les compagnies de téléphonie mobile, il a redit qu'Amchil était déchaîné. Bon, c'est un peu compliqué pour moi quand j'arrive à des tests en anglais, mais je vais faire un effort. Hein. Si je mâche certains mots, mettre à côté va sûrement m'aider. Good afternoon to all the panelists and you, the wonderful coordinator of the program. On the issue of praying, feed out electronic money is such a wonderful idea. There is a lot of sterling in our country because of cash liquidity in the hand of Cameroonian. The cash actually stick in the hand. It will also facilitate auditing. Good day. Je pense que j'ai vu le bout du tunnel, maître. Ouais. D'accord, mon anglais, il se bat. Il n'est pas totalement en norme. Il faut une synergie d'action entre le DGSN, le MINDEF et le CED pour que cette mesure ait des résultats escomptés. On va s'arrêter là tout en rappelant aux uns et aux autres que les réactions sont uniquement par SMS. Donc, pour ceux qui lancent des appels continuels, hein, on ne s'arrêtera pas pour vous prendre en ligne. Le temps d'une transition et on passe au débat. La crise anglophone, une fois de plus, au cœur des préoccupations du Cameroun. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient donc de séjourner dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Peter Mafani Moussongué, l'ex-premier ministre, et son équipe qui ont rendu leur copie avant de transférer cette doléance-là à l'endroit du chef de l'État. Il faut dire environ 18 demandes qui ont été posées, certaines faciles à comprendre et d'autres qui poussent à se poser beaucoup de questions. On va relever comme ça quelques-unes des demandes qui ont été posées par nos populations triées sur le volet. On le rappelle quand même, on avait des politiques, des religieux, des chefs traditionnels et un échantillon représentatif du bas peuple lors de ces travaux. Et dans le communiqué donc signé par Peter Mafani Moussongué, on retrouve à l'intérieur l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme qui est demandé par ces populations-là, l'abolition de la loi sur le terrorisme, le retour de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo au Cameroun, mais aussi une amnistie générale aux personnes emprisonnées du fait de la crise. La double nationalité également est demandée à nouveau par ces populations-là qui demandent également de créer des conditions favorables au retour des réfugiés internes dans leurs localités respectives. L'initiation d'un dialogue franc, sincère et inclusif avec les anglophones, y compris ceux de la diaspora en vue d'une solution durable. Les interlocuteurs du Premier ministre qui ont demandé également au pouvoir public de se pencher sur la gestion des enseignants qui restent en ce moment coincés entre leur hiérarchie et les groupes armés. Voilà, dans le même ordre d'idées, la société et les établissements publics doivent mener des activités dans les deux langues officielles, notamment le français et l'anglais. Voilà donc quelques demandes. On rappelle quand même une population qui
se dit qu'il y a le sentiment d'être mal aimé des populations francophones, mais au-delà de cela, il se juge marginalisé justement par cette population francophone. Voilà, entre autres, brossé la liste des revendications posées par nos frères anglophones en face de Peter Mafany Musonge, qui a tenu à transmettre cette demande au chef de l'État. On peut mettre à chaud, diviser ces demandes-là peut-être en deux grands groupes. D'abord, apprécier le travail qui a été fait par Peter Mafany Musonge de ce côté-là. Non, j'ai une autre idée de cette commission, parce que vraiment, je n'ai pas compris. Cette commission a été créée, n'est-ce pas, pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Oui. Ils sont pour parler de la crise anglophone. D'abord, c'est bizarre. Et décemment, j'ai suivi attentivement ce qui s'est passé à Bamenda. On a invité les gens dans une salle, on les a demandé de parler. Je n'ai jamais entendu qu'on dit qu'il faut faire venir le dépôt du président Amadou Ahidjo. Ça sort d'où dans ces rapports? Troisièmement, le travail de cette commission est essentiellement réservé, n'est-ce pas, au chef de l'État. Ça sort d'où dans les rues? Ça sort d'où dans les réseaux sociaux? Et quatrièmement, je pense que pour le moment, nous, ceux qui sont à Bamenda ne parlent que l'anglais. Comment le rapport peut sortir seulement en français? Non, il est fait également en anglais. Oui, la version anglaise, j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé. Ah, d'accord. Mais je me suis dit, je vais vous aider à l'issue de cette émission. Comment je peux dire qu'il n'y a que ça en français qui a d'abord été publié? Et d'ailleurs, ce problème a été soulevé aussi à l'intérieur. Parce que la version anglaise, peut-être si c'est là, c'est venu par la suite. Et après, et c'est venu, c'est sorti d'abord en français. Et je sais que le secrétaire général de cette institution aussi, il est anglophone, M. Tchassafo. Comment ça peut dire que c'est d'abord en français? Bon. Moi, à mon avis, ce qu'il a fait a seulement mis du cabran dans le feu. Parce que nous tous, personne au Cameroun ne peut pas me dire qu'il ne connaît pas le problème anglophone. Et ce n'est pas à cette commission de venir faire ce rapport pour nous rappeler de quoi s'agit-il. Nous tous, ça fait déjà 4 ans, moi je parle de cette histoire que le Cameroun, le problème, le feu va arriver à ce pays à cause de la marginalisation des anglophones. Et c'est arrivé. Moi, je suis parmi ceux qui ont d'abord combattu que donc, ce n'est pas par les armes qu'on va régler ce problème, mais par le dialogue. Certaines personnes ont pris les armes, mais maintenant nous sommes contraints de venir vers le dialogue parce que c'est que ça qui va régler le problème. Bon, à mon avis, parce que je suis un politicien, je sais qu'on cherche la tendance dans ces pays. Cette histoire a été faite pour diaboliser les gens de l'Ouest. N'est-ce pas, pour accéder. Parce que quand tu regardes ce qu'on a écrit là, ça n'a rien à faire. Avec les demandes corporatistes du début de cette crise anglophone. On va se même diaboliser Jean Bamenda. Parce que c'est pas ce qui a été dit. Si tu allez dans les réseaux sociaux pour écouter les discours de ceux qui ont osé parler. Premièrement, quand vous parlez dans ces genres d'assemblée, vous devez parler seulement le langage qui est accepté par tout le monde. Parce que faute de ça, quand vous quittez là-bas, vous allez brûler le chez vous. Donc il faut noter que dans ces genres de choses, pour régler cette crise de cette façon, c'est pour mettre du feu. Ah, j'ai oublié un détail que le chef de l'État est invité à faire un tour dans cette zone. J'ai dit que si c'est moi le chef d'État, je vais aller à l'EBLM, je vais aller à Magnou, je vais aller là où les gens disent qu'ils ne sont pas contents parce que je suis le chef de l'État. Et c'est ce qu'ils devaient le faire. Mais avant de le faire, en politique, ça ne se fait pas en public. On doit avoir des médiateurs qui vont aller discuter avec ces gens-là. On les connaît parce que l'État, c'est l'État. Pour les connaître, ce n'est pas compliqué. On doit d'abord avoir le médiateur sur le terrain. Parce que le médiateur ne prend pas les décisions. Mais il essaye, n'est-ce pas, de les joindre les deux bouts pour que les deux bouts puissent discuter. C'est d'abord ça. Et on doit faire ça en catégorie. Ça dit ça, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de bruit. Tout le folklore qui a... Quand on fait le folklore, là, ça met seulement le cablan dans le feu. D'accord. C'est dangereux. D'accord. Monsieur René Ngaliumo, vous également, vous avez regardé ces résultats. J'ai regardé avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe dans nos régions anglophones. Ouais. C'est ahurissant de le constater. En réalité, tout se passe comme si les gens se comportent comme si nos compatriotes du sud-ouest et du nord-ouest ne font pas partie du Cameroun.
Là j'en suis encore à apprécier le communiqué rendu public. On ne parle pas encore vraiment de la crise anglophone. On est avec le document qui a été rendu public. On a parlé de la commission Moussongue, Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. À mon avis, je ne pense pas que, quand on parle de dialogue, les gens du gouvernement disent que le dialogue est déjà engagé à travers cette commission. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on doit faire un dialogue. Cette commission pouvait être servie d'intermédiaire. Je pense que c'est ce qui est fait. Non, écoutez-moi. Retire les impressions et discrètement les envoyer à la hiérarchie et pour pouvoir établir maintenant un dialogue franc et sincère. Mais tout se passe comme si ce qui se passe avec Moussongue, c'est déjà le dialogue. Quand vous demandez, le porte-parole du gouvernement vous dit que le chef de l'État est ouvert au dialogue, le dialogue est déjà en cours, tout est en cours et que c'est les autres en face qui ne veulent pas accepter le dialogue. Moi, je crois que aujourd'hui, le problème anglophone, si on peut l'appeler ainsi, ne devrait pas être un problème en tant que tel si on avait réagi dès le début. Si dès le départ, on s'était mis sur une table et avait posé le problème clairement des revendications qui étaient d'abord corporatistes, mais qui, au fil des entêtements des uns et des autres, passent maintenant pour passer pour des revendications politiques, terroristes. Et puis, il y a un problème que j'aimerais bien qu'on soulève ici. Il n'est pas exclu que la forme d'un État évolue. Depuis les années 60 jusqu'à ce jour, l'État du Cameroun rassurez-vous, on va rentrer dans l'analyse de chaque point. Appelle-t-on tel terroriste ou sécessionniste? Est-ce que quand on est sécessionniste, on est terroriste? Donc, il y a autant de problèmes qu'on devrait discuter. On rentrera en profondeur justement dans ces sujets qui ont été, cette demande qui ont été posées par ces populations-là, que je disais tout à l'heure, qui risquent d'être partagées entre 2 ou 3 groupes pour mieux comprendre le contenu. On pourra parler ligne par ligne, mais on va essayer de les regrouper pour le bien des téléspectateurs. Je voulais juste rappeler le principe pour ceux qui sont habitués et ceux qui sont nouveaux sur ce plateau. Quand on en arrive au débat, à chaque prise de parole, c'est 1 minute maximum pour permettre de roter le plus possible. Sinon, c'est souvent très intéressant et parfois, quelqu'un peut parler pendant 6 minutes, ce qui n'aide pas beaucoup l'évolution de la discussion. Je pense que comme ça va m'éviter d'interrompre quelqu'un dans son élan. Théophile Iom vous avez raison, vous avez également lu ce rapport et vous, peut-être vous partagez aussi l'avis de Maître Achou qui juge que la discrétion aurait été le meilleur moyen de montrer que ça ne concernait pas véritablement ce problème. Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. Contexte de création de cette commission et le contexte de leur agissement ou alors de leur mission. Cette commission a été créée dans un environnement assez tendu, dû, on le sait, à la crise dite anglophone. Voilà, anglophone. Quand je relis les attributions de la commission, elle est dans son rôle. C'est-à-dire que la commission a pour but, entre autres, de promouvoir le bilinguisme et de prendre toute mesure, toute mission pour maintenir la paix. C'est comme ça que c'est écrit. Hein. Je paraphrase, mais c'est un peu ça. Donc, la commission est dans son rôle. Maintenant, est-ce que la méthodologie est la bonne? Il me semble que non, en tout cas en ce qui me concerne. D'abord parce que, comme M. Achou l'a dit, le chef de l'État est celui qui est supposé recevoir ce courrier, le rapport de la commission. Et en fait, ce qu'il veut, d'ailleurs dans notre pays, le président de la République reçoit tellement de rapports que je me demande s'il a le temps de tout lire. Parce que tout le monde doit lui envoyer les rapports et la décision de faire doit venir de lui. Bon, en tout cas, bref, on y reviendra certainement un autre jour. Donc, oui, est-ce que c'est la bonne méthodologie? Je n'en suis pas sûr. Parce que là, on se retrouve avec un certain nombre de choses qui ont été dites. Bon, moi, je n'étais pas Bamenda. Maître Achoua, c'est tellement des gens qui lui ont dit ce qui s'est réellement dit. Je m'en tiens à ce qui est écrit dans le rapport, qui n'était pas supposé arriver à mon téléphone, qui était supposé être sur la table du chef de l'État et qui est malheureusement dans mon téléphone. Donc, maintenant, on a le TGV de l'information au Cameroun. Est-ce que la méthodologie était la bonne? Je ne pense pas.
Voilà. Docteur Boughem, vous également, vous avez apprécié ce rapport, comme tous les Camerounais d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un Camerounais aujourd'hui qui n'ait pas eu à voir ce rapport dans son téléphone. On a l'aide de l'électronique, comme le disait M. René Ngalmou. Oui, à ce que je sache, le destinataire ne s'est pas plaint d'avoir retrouvé ça sur les réseaux sociaux. Qui sait? Qui vous a dit qu'on n'a pas bien voulu que ce soit sur les réseaux sociaux? Mais là n'est pas mon propos. Je suis un peu fatigué de cette histoire de problème anglophone. Ce qui m'intéresse dans ce rapport, ce n'est pas la méthodologie, ce n'est pas X ou Y. C'est que les demandes ont été listées. Qu'on accède à ces demandes, est-ce qu'il y a une seule demande parmi ces demandes-là qui pose problème? Retour de la dépouille de Aïdjo, oui, on coche. Fédéralisme, oui, on coche tout le reste. Il n'y a rien de compliqué. On coche et en 1 heure de temps, on dit voilà, le problème est résolu, c'est terminé. Ils n'ont pas demandé de sécessionnisme, ils n'ont pas demandé que Paul Biya parte. Qu'est-ce qui est compliqué là? Ça ne demande pas un seul sou. Il suffit de dire que oui, toutes vos demandes là, le président de la République, dans sa magnanimité, peut bien décider que voilà, tous ceux qui sont en prison, il en a la latitude, la loi lui en donne la possibilité qu'on les libère. Il n'y a pas de problème. Que les réfugiés, qu'ils rentrent, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Ce qui, moi, m'a plu dans ça, c'est que toutes ces demandes peuvent être satisfaites. On n'ira pas emprunter de l'argent à l'extérieur. Ils n'ont pas demandé qu'on leur donne des milliards. Ils demandent des choses faisables. Quel est le problème? Parce que je me pose ces questions-là depuis. C'est ça qu'ils ont demandé, c'est ça le problème. Même si c'est... Est-ce qu'ils ont autre chose, peuvent avoir bien demandé? sûr, beaucoup même. En dehors du fédéralisme... Sans les contacter, sans voir les gens qui sont concernés, vous pouvez savoir comment. Non, moi, depuis que j'écoute ça... dans la salle a été fait par les gens, n'est-ce pas? Depuis que j'écoute ça, depuis que j'écoute les revendications anglophones, hein, il n'y a que 2 choses qu'on n'a pas mentionnées là. Le sécessionnisme, il y en a qui demandent le sécessionnisme, il y en a qui demandent que Paul Biya parte. En dehors des 2 là, on a tout mis dedans. Vous comprenez? On a tout mis dedans. Dites-moi, Maître Achou, qu'est-ce qu'on n'a pas mis un exemple? On a parlé de la forme de l'État. Oui, mais c'est ça le fédéralisme. Non. C'est ça le fédéralisme. Non. Par exemple, pour avancer justement, on en arrive aux choses qui peuvent faire discuter et faire fâcher, avant de parler également de celles, comme il le dit Dr Boughem, qui peuvent être paraphées sans aucune discussion. On a essayé de les séparer un peu. Déjà, on s'est dit que l'ouverture du débat sur le fédéralisme pourrait être problématique du moment où le chef de l'État, dans une de ses sorties, a dit qu'on ne discutait pas la forme de l'État. D'office, c'est aller vers... du coup, c'est aller vers un mur à enfoncer, une porte qu'il faudra enfoncer. Le retour de la dépouille d'Amadou Diossa également, le chef de l'État a déjà effectué une sortie dessus, où il avait dit c'est une affaire de famille. Mais l'amnistie générale également aux personnes emprisonnées du fait de la crise et la double nationalité. Voilà quelques sujets déjà que je relève comme ça au passage, qui n'avaient rien à voir au départ dans la discussion corporatiste qui voulait le bien-être des populations dans cette partie du Cameroun, qui pourrait bloquer un tout petit peu la discussion, maître. Oui, vous savez, à l'heure actuelle, tous les textes de la CEMAC sont en français. Tous les textes en matière de banque sont en français. Mais on met les traducteurs. C'est ça, cette commission devait, n'est-ce pas, se concentrer à le faire. C'est ce que je dis. Au lieu d'aller anticiper dans une histoire, n'est-ce pas, qui est plus compliquée que leur mission. Parce que quand vous n'êtes pas, il vient de dire, tout le monde est policier au Cameroun, avocat, économiste, ainsi de suite. Tout le monde est spécialiste dans tout. Or, il y a des spécialistes dans chaque secteur qu'on doit utiliser pour le faire. Moi, je dis qu'en matière, lorsqu'il y a crise, pour le régler d'abord, il faut d'abord la médiation. Ce n'est pas les discours en public qui règlent les crises. Nous sommes en état de crise, on veut, on ne veut pas. Comment le faire? Il faut la médiation. Ce que vous faites en public, c'est pour envenimer la situation. Or, ce n'est pas bon. Même s'il y a des demandes qui sont acceptées, toutes ces demandes-là ont été déjà formulées depuis. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a rien de nouveauté là. Si vous regardez bien le rapport, ces demandes formulées ont été faites depuis.
Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais le dialogue inclusif, tous ces même problèmes. les avocats avaient écrit... la marginalisation. Tout ça a été dit. Le problème, c'est la marginalisation de l'anglophone. Laisse-moi, on descend, c'est ça le problème. C'est ça le problème qu'on doit le régler. Et la fin par la suite. Ben, à mon avis, vous savez, on sait que le M. Moussonga est un monsieur très respecté. Et ce n'est pas parce qu'il est très respecté qu'on doit accepter, n'est-ce pas, la façon de gérer certains nombres de choses. Il peut aussi faire des erreurs. À mon avis, c'est une erreur qu'il a commise en faisant, n'est-ce pas, parler de cette crise de cette façon. Sans qu'on trouve les vrais... Parce qu'il y a des vrais meneurs. On veut, on ne veut pas. Parlons de l'amnistie, par exemple. C'est l'impérium du chef de l'État. C'est pas la demander. Ce chef peut dire à tout moment, il peut, comme il ne peut pas. Mais... Il ne va pas discuter ça avec le peuple. On ne discute pas ça sur le terrain. C'est avec lui qu'on doit parler. Il est mandaté, ils ont été mandatés par le chef de l'État pour faire ce travail. Ah, ils sont parlé à Bamenda, oui, parce que je n'ai pas vu le mandat. On a même pas vu ce mandat. Non, il peut l'appeler et lui dire, va me faire tel travail. Tel que nous connaissons ce Premier ministre, aussi méticuleux, il ne peut pas aller faire ce travail sans qu'on lui en ait donné mandat. Et moi, je crois qu'on n'a pas besoin, lorsque vous allez faire ce qu'on appelle de la médiation. Vous comprenez? Faire de la médiation, c'est quoi? C'est faire comprendre à l'un et à l'autre, aux demandeurs, qu'ils formulent ces demandes. Et cette population, c'est les demandeurs? Comment vous dites ça? Non, vous pouvez avoir, mais ils ont tout dit. Vous dites bien, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Ils peuvent avoir parlé. Non. Dans ce pays, on peut avoir parlé de tout mélanger. On peut mélanger les gens qui ont parlé et les gens qui ont créé la crise. Oui, ils vont créer la crise, n'est-ce pas? Mais si on connaît ce qu'ils veulent et on résout, ils vont continuer avec la crise. On a besoin de cette sitting pour connaître. Nous tous, nous connaissons. On en a parlé à belle reprise. Oui. Nous connaissons les causes de cette crise. Et s'il faut cette assise, c'est ça le problème. Vous venez appeler les gens en public, vous parlez, tout le monde bavade, et on fait un rapport, et on publie en disant que c'est comme ça qu'on a des crises. On attend les solutions. On n'a pas dit que c'est comme ça. Ça crée attention. Hein. On attend les solutions. Vous ne venez pas dans cette zone. Moi, je ne peux pas y aller. Parce qu'il y a attention. Oui, on attend la solution. Si le président aujourd'hui prend toutes ces... Quand je vois quelqu'un qui vient mettre le feu, je ne peux pas le... Non, ils n'ont pas mis le feu, maître. Pour vous, vous l'habitez là-bas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas dire qu'on a mis le feu. Je parle de quelqu'un qui sort de cette zone. Moi, je ne peux pas aller. Parce qu'il y a attention. C'est bien. Je dois dire... Si vous permettez que... Bien sûr, monsieur Nganou. Le fédéralisme comme forme de l'État, on a dit tantôt que le chef de l'État a dit que c'était un sujet tabou. Moi, je crois que... Pas un sujet tabou. Il a dit on ne discute pas la forme de l'État. Il avait dit. Il doit avoir évolué. Il avait dit, mais... Il est libre de choisir d'évoluer. En attendant, on ne lui demande pas de le faire. Le contexte doit faire qu'il évolue. Nous savons l'histoire du Cameroun. Depuis les indépendances, la forme de l'État a évolué. Ça a évolué. Il n'est pas dit qu'aujourd'hui, qu'elle soit aujourd'hui arrivée à son terme. Donc vous souhaiterez qu'il évolue également? Pas forcément vers le fédéralisme, peut-être vers une forme de décentralisation réelle de ce pays. Ou du fédéralisme. Oui, pourquoi pas de fédéralisme? Alors, on doit mettre ce problème sur la table et en débattre. C'est une forme... Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on évite. J'ai comme impression qu'aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas qu'on parle qu'on fasse un débat là-dessus. Aujourd'hui, à l'Assemblée, je crois qu'il y a certains députés qui veulent mettre ça sur la table. Et on trouve que c'est des gens qui ne veulent pas que les choses se passent comme il se doit. Or, je ne vois pas un endroit plus indiqué que l'Assemblée pour débattre de ce problème dans ce pays, ou bien du Sénat. Mais je crois qu'on ne doit pas fuir les problèmes. Non, il y a même un manque de volonté. Permettez, monsieur. Même la décentralisation, ils n'ont pas réalisé ça. Pourquoi? Permettez, chacun parle à tout de rôle. Depuis 1996. Théophile Yom. Oui, vous comprenez que c'est un sujet assez sensible. Justement. Et difficile, qui fait que chacun d'entre nous est d'une manière ou d'une autre concerné par ce problème. Je voudrais aussi signaler que cocher tout ce qui a été dit et proposer des solutions, parce que c'est si facile. Dr Bougamen est dans la même partie que le président de la République. Donc, il a des canons pour s'adresser à lui et lui dire que c'est facile d'arranger. Donc, il peut... Que coach seulement. Coach seulement
et puis tu arranges le problème. Donc, je ne suis pas dans ma chambre là. Donc, oui, bien sûr, mais je dis qu'il y a d'autres canons encore. Je ne suis pas dans ma chambre, il y a des canons. Je suis un média public. Oui, mais voilà, sur le média public, je dis qu'il y a d'autres canons, des canons politiques pour s'adresser à un chef de l'État, pour lui dire que voilà, il faut arranger ce problème de cette façon. Pour être plus sérieux, je voudrais dire que il y a dans ce rapport un problème de représentativité, à mon sens. Qui sont ceux qui ont parlé ce jour-là? Qui était là? Je ne sais pas, hein. Je veux dire, on avait des images qui défilaient tout à l'heure. J'ai vu un homme là avec une pipe. Je ne sais pas si c'est voilà, le chef. Ce sont des images de cette réunion que vous avez. Je ne sais pas si quand on va à une réunion comme celle-là, on doit aller avec la pipe. J'en sais rien. Si les chefs traditionnels. Bon, en tout cas, est-ce que qui sont ceux qui ont parlé ce jour-là? Est-ce que ce sont des personnes qui vivent réellement la crise, qui sont au fond là-bas, des villages, qui sont venus parler? Est-ce que ce sont des personnes qui représentent vraiment ces personnes-là qui sont venues parler? Je n'y étais pas, j'émets des hypothèses. Bien sûr. Donc, il y a un problème de représentativité. Et encore, je vais reposer le problème de méthode. Parce que si le but, c'est vraiment de résoudre le problème dit anglophone, comment se fait-il qu'on y retrouve des choses qu'on n'a pas entendues par le passé? Comme par exemple la dépouille, la double nationalité, un certain nombre de choses qu'on n'a pas entendues par le passé. En tout cas, ces choses-là qui ne faisaient pas partie des éléments qui ont embrasé, ou alors des revendications corporatistes. Non seulement corporatistes, mais des revendications sociales qui sont venues plus tard. Et je vous le disais encore dernièrement, il y a de réels problèmes qui font en sorte que la cohabitation entre ceux qui ont hérité d'un patrimoine anglo-saxon, il y a de vrais problèmes qui font en sorte que ces personnes ne puissent pas vivre de façon équitable et juste avec les personnes qui ont hérité du droit civil. Ce sont des problèmes réels auxquels il faut s'attaquer, des problèmes qui demandent des techniciens, des problèmes qui demandent des gens de bonne foi qui sont en dehors des calculs politiques pour gérer cette crise-là. Voilà, donc en dehors de tout ce qu'on peut dire, tout le folklore qui peut se tramer autour de ça, ce sont des questions à résoudre. Monsieur Ngalemo, moi il y a une partie qui a retenu mon attention et je le disais encore à Théophile Yom, quand ceux qui ont pris la parole, pour l'instant on considère que ce sont nos frères de l'autre côté qui ont parlé, quand ça ressort dans ce rapport qu'ils ont le sentiment d'être mal aimés par les francophones, est-ce que vous avez la sensation de mal étreindre vos frères anglophones? Ça, nous sommes Camerounais, il faut qu'on se dise des vérités. C'est important, c'est important. Il faut qu'on se dise des vérités. On s'en rend peut-être pas compte. Il y a des choses qui se passent sans qu'on s'en rende compte. En réalité, les anglophones sont marginalisés. À notre temps, quand on arrivait à l'université, on avait une manière d'appeler les anglophones. Tu te rappelles, Bouga, parce que nous sommes allés à l'université ensemble. On disait les frocs. Non, frocs, c'était les francophones. C'est eux qui nous appelaient frocs. Et puis, donc, donc vous aussi, vous avez connu cette appellation. Et on appelait les anglophones comment? Anglo, ça veut dire froc. D'accord. Froc veut dire grenouille. Bon, il y a ce problème de frustration, tel que la plupart des textes sont en français dans ce pays. Ça, c'est une erreur qu'on devrait corriger. Ça, ils ont demandé également. Faisable. Je crois aussi que je suis contre le fait qu'on parle de crise anglophone. Ce n'est pas une crise anglophone, c'est une crise nationale. Bon, sauf que pour l'instant, c'est une crise nationale, n'appelons plus ça crise anglophone. Aujourd'hui, si vous êtes entré dans les quartiers de Douala, vous allez voir comment le problème de loyer se pose. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos frères ont quitté la zone du sud-ouest, du nord-ouest, pour venir chercher à se loger ici. Vous voyez que les examens, beaucoup des éléments ont été délocalisés des zones anglophones vers les zones francophones. Vous voyez les établissements anglophones sont surchargés aujourd'hui dans les parties francophones parce que tous ceux qui allaient dans les zones sud-ouest et nord-ouest sont venus inscrire leurs enfants dans la partie
dans la partie francophone. Ce qui fait qu'il y a un problème qui n'est plus seulement un problème du sud-ouest et du nord-ouest, c'est un problème camerounais. Bon, je crois que ce serait de dire pour crise anglophone, comme mettre ce problème sur la table comme une crise nationale. Peut-être Maître Achou va mieux répondre à ma préoccupation. Est-ce que vous avez la sensation que je vous aime mal? Que vous êtes mal aimé? Non, ça fait 30 ans que je vis ici à Douala, donc moi je n'ai pas ce problème. Mais il faut remarquer que dans la salle, à Bamenda, les gens qui ont parlé sont les gens qui ont plus de 50 ans. Or, les gens qui sont en blouse, qui ont pris les armes, sont entre 17 ans et 35 ans. Ils sont où? Moi, je pense qu'il est temps. J'ai toujours dit que c'est des enfants, c'est nos enfants qui sont là, qui sont fâchés. Parce qu'à cause du chômage, à cause du fait qu'ils ne se sentent pas être Camerounais à part entière, parce qu'ils regardent en haut, ils ne voient pas l'horizon, ainsi de suite. Il faut qu'on cherche les gens courageux pour aller les voir. Les encourager d'arrêter et de venir, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure on peut régler les problèmes camerounais. Ouais. D'abord, il faut noter, toutes les demandes ont été envoyées au chef de l'État. C'est là qu'ils aiment le président. Ils aiment le président. Et donc, ils ont demandé, tous les demandes ont été formulées auprès du président. Donc, il faut, comme je dis, ce n'est pas nous qui avons déjà dépassé 50 ans, non. Nous avons déjà notre vie derrière. Non, mais c'est ces jeunes-là que j'ai constaté. Donc, nous, on s'aime, nous, déjà devant. Oui. Ouais. Ces jeunes-là, n'est-ce pas, qui sont là, ils sont prêts à tout. On ne les regarde pas jusqu'aujourd'hui. Ouais. On ne parle pas jusqu'aujourd'hui. On ne les considère pas jusqu'aujourd'hui. Mais c'est pas compliqué. Professionnaliser notre armée, par exemple. Pas tous ces gens la main dans l'armée. Ils vont sortir des chauffeurs, des ingénieurs militaires, des informaticiens militaires, des professeurs militaires, des médecins militaires, ainsi de suite. Pour donner le travail. Après, on les forme, n'est-ce pas? On les discipline. Et avant de les laisser, n'est-ce pas, entrer dans la vie normale. Bon, c'est ça le problème qui se pose. Et quand on continue à parler, sans ces gens-là, ça ne va pas s'arrêter. Certains parmi eux ont essayé. Nous avons été diabolisés chez nous. Et ça, j'ai constaté que c'était une question, n'est-ce pas, d'âge. Parce que ces jeunes-là ne comprennent pas ce qui se passe. Il faut même lui dire qu'est-ce qui est passé en 1961. Le plupart ne connaissent pas. Mais ce n'est pas ça leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est que là où ils sont prêts à aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont besoin de mieux vivre. Voilà, c'est tout. Tant qu'on ne le fait pas, on vient dans les salles après être les mêmes vieux pour venir parler des mêmes choses des années 60 et ainsi de suite. Ceux qui ont vécu, passé leur vie même un an derrière, on les laisse parler, ça ne va pas marcher. Et ces jeunes-là ne peuvent pas venir en public parce qu'ils ont peur. Ouais. Donc tant qu'on n'a pas fait une espèce d'amnistie en disant que tous ceux qui déposent les armes, n'est-ce pas, ne seront pas arrêtés, on va leur laisser la possibilité de venir parler. On va avoir la médiation pour chercher les parler, les convaincre. Et on met la caméra dans la salle. Donc, le caméra, pourquoi? On n'a pas besoin. C'est par la suite, lorsqu'il y a même cette discussion-là, quand on va discuter avec les vrais gens qui peuvent représenter ces jeunes qui sont en bourse, à ce moment, on pourra apporter les caméras. Voilà. Pour rester dans la même crise, hein, on embraye la ligne droite pour sortir de ce programme. Je vais l'ouvrir avec vous, Théo Iom. On annonce l'arrivée des casques bleus au Cameroun pour résoudre cette crise. C'est fatalement ce qui devait arriver, j'ai envie de dire. On va dire le devoir d'ingérence humanitaire, comme c'est dit, pousse l'ONU et tout son parterre d'organisation à mettre en place des éléments pour maintenir la paix et maintenir, et je veux dire sauvegarder la vie des populations. Bon, maintenant, les analystes vont vous dire que derrière les casques bleus, il y a d'autres missions d'exploitation qui se préparent. Je n'en ai pas encore la preuve et je veux voir, malheureusement, une fois de plus, l'arrivée des casques bleus est une mesure continue des éléments qui constituent la convention que nous avons signée. Donc, on doit, si l'ONU décide d'envoyer des casques bleus, on n'aura pas de choix que de les recevoir, mais de les surveiller quand ils arrivent. Justement, Dr Bouguem, si on fait un tout petit peu le tour dans certains pays où les casques bleus ont eu à intervenir, les résultats ne sont pas toujours positifs. Je ne suis pas au courant que les casques bleus arrivent. Hein. Je ne sais pas où vous avez eu l'information. Vraiment, c'est un scoop là. Dit que les casques bleus arrivent. Je ne sais pas si les autres ont suivi.
on est très loin de l'arrivée des casques bleus. Encore très loin. Les casques bleus arrivent quand il y a eu un vote d'une résolution au Conseil de sécurité. Alors, comment vous parlez des casques bleus? Dans d'autres pays sans vote de Non, sécurité. jamais. Si. Une fois de plus, à moins qu'un pays décide unilatéralement d'envoyer ses militaires et pas de casques bleus. Pas les casques bleus. Ce qui est intéressant au moins, c'est que vous sortirez avec beaucoup d'informations de ce plateau. Monsieur René Galiomo. Je n'ai pas d'informations que les casques bleus arrivent bientôt, oui. Mais quand je regarde un peu le droit d'intervention humanitaire, comme l'a dit notre frère sur le plateau, le droit d'ingérence humanitaire, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Parler comme nous autres au quartier qui ne sont pas juristes, nous pouvons facilement comprendre. Vous avez votre voisin qui est dans sa clôture, vous entendez des bruits tous les jours, les enfants sautent par la barrière, escaladent et puis se retrouver dehors, vous dites qu'il y a un danger. Même s'il ne vous appelle pas, vous avez l'obligation d'intervenir pour voir ce qui ne va pas dans cette maison, dans cet enclos. C'est dans cette situation. Donc c'est un peu comme ça que pris l'État. Vous voyez aujourd'hui des anglophones qui sont 150 000 vers le Nigeria, d'autres ont fui pour aller vers le littoral, le sud-ouest et l'ouest, vers l'ouest, ainsi de suite. Il y a un problème. Donc pour vous, leur arrivée ne vous dérangerait pas. Je dis que si l'ONU arrive aujourd'hui, l'ONU serait dans son droit parce qu'on sent qu'il y a une non-assistance à des personnes en danger. L'État a montré ses limites, n'a pas pu régler ce problème. Donc, l'intervention de l'ONU, si tel est le cas, si ça peut permettre que le problème se résolve, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Ça veut dire que l'État a échoué. Ça ne veut pas dire que c'est mon souhait. Je souhaite encore une fois de plus que le chef de l'État se ressaisisse, parce qu'il en a encore les moyens, et de descendre sur le terrain, de rencontrer ces populations qui sont mécontentes, et de faire un dialogue inclusif, qui sera un dialogue franc et pas un dialogue hypocrite, où les gens vont se dire les vérités, où des résolutions pour le bien du Cameroun vont se prendre. En fait, le bien du Cameroun, c'est quoi? Le véritable problème, c'est la décentralisation. Une véritable décentralisation. Et depuis 1996, qu'est-ce qu'ils attendent? Une véritable décentralisation avec... Et même depuis qu'il y a Permettez qu'il achève son propos, on est arrivé au thème de l'émission. Une véritable décentralisation avec des délégués régionaux qui seront élus. Des présidents de conseils régionaux qui seront élus. Ça permettrait de décrisper cette crise et puis certainement de remettre le pays en paix. On sera avec vous, Maître Achou, pour vous l'arrivée possible des casques bleus au Cameroun, une solution à la crise anglophone ou un autre problème en perspective? Je pense que, à mon avis, les casques bleus n'ont jamais réussi à régler un problème dans ce monde. Parce que regarde le Sud-Soudan, regarde l'Érythrée, regarde le Mali. Mais quand le casque bleu vient, quand il vient dans un problème, même le Centrafrique, quand il vient, n'est-ce pas, il vient pour leur intérêt. Il ne vient pas pour vos intérêts. Parce qu'ils s'en fichent de vous. Mais on a tué presque 500 000 personnes en Syrie, 2 millions en Irak. Pourquoi les casques ne sont pas allés là-bas? C'est au Cameroun qu'ils vont venir? Non, nous ne sommes pas arrivés là, nous ne sommes pas encore là. Mais le problème au Cameroun est maîtrisable par les Camerounais. Mais il faut la bonne volonté, n'est-ce pas, de l'État pour le faire. N'est-ce pas, en utilisant les méthodes les plus appropriées, compte tenu des circonstances, n'est-ce pas, de cette affaire. Cherche un plus jeune qui a moins de 40 ans pour aller voir les plus jeunes, les gens qui vont comprendre leur langage. Vous allez voir qu'ils vont venir avec les vrais résultats qui peuvent régler ces crises. Si on attend toujours les vieux là, surtout les fonctionnaires, n'est-ce pas, vous attendez, vous aurez un résultat, il n'y aura rien. Je vous dis que c'est depuis en 92 que j'avais prédit que la fonction publique va devenir, n'est-ce pas, la cacophonie au Cameroun. Et c'est la carte devenue. Depuis, parce que je me rappelle qu'avec mon père, on a eu des problèmes par les dames. Je dis que les dames là, je ne peux pas être fonctionnaire parce que les fonctionnaires vont regretter dans ce pays parce qu'ils vont mettre le pays dans le chaos. Et c'est arrivé. Le pays dans le chaos à cause de ça. Maintenant, c'est la zone anglophone. C'est vrai, regarde en 90 ce qui s'est passé. Ça a failli brûler tout le pays. On essaie de gérer pour que le temps passe. Non. Il faut qu'on trouve une solution. Définitive pour la crise. Les casques bleus ne viendront jamais au Cameroun parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour le moment. Mais notre crise, c'est notre crise et c'est à nous de le gérer.
D'accord. Notre crise, c'est à nous de gérer. On lit 2 ou 3 SMS avant de partir. Bonsoir à vous. Franchement, à mon humble avis au sujet du cas de la crise dans la zone anglophone de notre pays, qui déjà, je ne supporte pas le terme crise anglophone. Très sincèrement, c'est faire du chantage au gouvernement du fait que ce dernier est resté laxiste face aux réalités des problèmes de notre pays. Cependant, à la phase où les populations de la zone anglophone se sont déjà permises de poser un certain type d'acte, cela ne pourra jamais aboutir à une véritable solution si ce n'est toujours courir dans le sac. C'est Priso qui nous écrit depuis Yaoundé. Oh là là là, c'est tellement long, ma chérie, mon anglais est d'abord compliqué, si je dois dire. Le problème anglophone est connu depuis. Tous ceux qui refusent le fédéralisme sont des détourneurs de fonds publics grâce au pouvoir centralisé de Yaoundé. C'est monsieur Fopa qui nous écrit, et puis peut-être la dernière réaction. Le problème anglophone, j'allais dire, ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest ressemble à la guerre totale menée contre l'ouest et la Sahara maritime par les Français et délégués. Voilà donc qui nous conduit au terme de cette émission Tous Azimuts. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, Maître Achou, d'être venu. Merci Théophile Yom d'avoir honoré l'invitation. Monsieur René Ngalomou, merci d'être venu. Et puis le docteur Bouguem, merci à vous également d'avoir accepté ce rendez-vous, une fois de plus réalisé par Jean-Martin Kenfak. Et derrière les caméras, Léopold Tchokwara et bien sûr Marius Diamel. Au bonheur de vous retrouver samedi prochain. Restez sur la télévision du Monde. Au revoir.